Allô? Super, bonjour. Bonsoir à tous. On va commencer à l'heure. Comme ça, on a une chance de finir à l'heure. Je vous laisse vous installer, prendre place. Même les speakers, c'est où? Ok, bonsoir à tous. Je m'appelle Eric Pirel pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Il y a un peu d'écho. Super, on fait encore les tests techniques pour s'assurer que tout va bien. Bonsoir à tous, bienvenue à la Felcon. Donc je disais, merci d'être là ce soir. Je suis très content de vous accueillir avec deux casquettes ce soir, ou plutôt deux bonnets. Le premier bonnet, il y en a qui sont déjà venus et qui ont déjà entendu la blague. Le premier bonnet, c'est que cette Felcon, elle est organisée dans le cadre du Festival du numérique, Festival Transfo, qui est organisé à Grenoble et dans les Alpes du 18 au 24, donc jusqu'à demain soir. C'est des événements qui sont organisés non pas par le coordinateur qui est la French Tech in the Alpes, mais qui sont organisés par des bénévoles qui ont décidé, dans le cadre d'un appel à manifestation d'intérêt collectif, de venir organiser quelque chose dans le festival. Le but du festival Transfo, c'est de montrer comment le numérique impacte nos vies, comment le numérique a un effet sur tout ce qu'on fait au quotidien et de donner des outils pour s'approprier cet effet et cette nouvelle réalité. La deuxième casquette que j'ai aujourd'hui, c'est la casquette de Felcon. Voilà. Donc Felcon, je vais vous expliquer. Vous allez voir, ce soir, on va écouter des gens qui vont nous raconter comment ils se sont plantés. Et non pas comment ils sont trop beaux, trop forts, comment ils ont tout réussi. S'ils disent qu'ils sont trop beaux, trop forts, qu'ils ont tout réussi, vous avez le droit de leur mettre un carton rouge. Ou un bonnet rose. Alors ce bonnet, c'est le symbole de tous les organisateurs du festival Transfo pendant la semaine. Et après avoir parlé, c'est que pour la vidéo, après avoir parlé, je l'enlève parce qu'il tient super chaud. Ok, qu'est-ce que j'ai à vous dire avant de laisser la parole à nos start-upers qui vont nous raconter comment ils se sont plantés. Si, un dernier mot d'introduction. Pourquoi on fait une Felcon dans le cadre de Transfo? Parce que Felcon, c'est se planter dans n'importe quel domaine. On a des sportifs qui nous ont raconté comment ils se sont plantés. On a des artistes qui nous ont raconté sur des précédentes éditions de l'événement. On a un chef cuisinier qui nous a raconté comment il a planté 1000 fois le foie gras aux fraises. Pourquoi une Felcon dans Transfo? Parce qu'on va parler de start-up. Les start-up, c'est très souvent du numérique. Et quand on est une start-up, la vérité, c'est qu'il faut accepter les risques. Il faut accepter de s'engager, d'engager la viande, comme dirait Julien Liseroux. Et c'est pour ça que ça fait du sens de faire une Felcon dans le cadre du festival. Ok, 2-3 infos pratiques. Évidemment, on vous engage à parler de la Felcon sur les réseaux sociaux ce soir. Il y a un réseau Wi-Fi ici pendant le festival, c'est Transfo. Et puis c'est trop facile, le login et le mot de passe, c'est Transfo et Transfo. Donc pour ceux qui ont besoin de se connecter au Wi-Fi, ça se passe comme ça. Notre Facebook, notre Twitter, n'hésitez pas à partager. Et puis une autre façon de s'impliquer, parce que c'est s'impliquer aussi dans ce qu'on fait à la Felcon, c'est de rejoindre l'association. Felcon, c'est une association. Et donc, les personnes qui veulent nous rejoindre, on les appelle les amis de la Felcon. Et donc, vous verrez parmi les membres du staff de la Felcon, on va faire se lever les membres du staff de la Felcon qui peuvent répondre aux questions. Philippe, Aurore, Steph, Manon, Théo, ceux que j'oublie, voilà. Donc Sandrine, elle peut répondre aux questions aussi, voilà. Vous n'hésiterez pas à aller les voir si vous vous dites c'est super bien, moi j'ai envie de donner un coup de main pour faire en sorte qu'on fasse d'autres très belles conférences comme ça. Il faudra aller les voir pendant le cocktail et puis on a même imprimé des bulletins d'adhésion qui seront tout autour du cocktail. C'est une condition obligatoire pour avoir le droit de prendre des petits fours. Voilà pour comment participer. Ouais, mais ça marche pas mieux si je le colle. Si? C'est parfait? Moi j'entends Tu crois? Ok. Bon, moi, ça résonne que je le colle ou pas, mais si pour vous, ça résonne pas, on le colle. Ok, et donc on colle les micros. Ok, super. Ok. Alors, j'introduis juste pour partager la cause de la Felcon avec un très grand philosophe.
Alors, je vais spoiler. Qui a pas envie d'être spoilé du dernier Star Wars? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui a pas envie d'être spoilé du dernier Star Wars? Une seule personne, donc là on a une procédure individuelle, tu te bouches les oreilles. Donc d'habitude je cite Aristote, mais là on a décidé de changer d'espace-temps. Et Yoda nous dit, parce que dans le dernier Star Wars, il y a Luke Skywalker. Il est revenu, tout ça, il est vieux, tout ça, tout croulant, tout ça. Et Luke, il a loupé des trucs parce qu'il a loupé l'apprentissage en tant que maître Jedi. Donc il a loupé son enseignement, donc c'est l'échec dans l'enseignement. Il a loupé son enseignement, tout ça, et il a décidé de tout envoyer balader. Mais heureusement, il y a Yoda qui revient d'entre les morts et qui lui dit, le meilleur des maîtres, c'est l'échec. C'est vachement dur l'échec, c'est dur à digérer. La seule citation officielle, c'est celle-là. Hein. Le reste, je l'invente. Et puis il lui dit en Yoda, donc avec le verbe à la fin, comme en allemand, tout ça. Mais moi, j'ai fait ni Yoda première langue et puis allemand première langue, j'ai tout oublié. Donc il lui dit le meilleur des maîtres, c'est l'échec, parce que c'est vachement dur l'échec. Faut digérer, faut accepter qu'on a pu se planter, tout ça. Mais la vérité, c'est que si on accepte de digérer l'échec, il se passe deux bonnes choses. Au niveau individuel, parce qu'on peut continuer, on a de l'énergie pour repartir, et au niveau collectif, parce que toutes ces bonnes volontés qui ont tenté de faire quelque chose, si on leur permet de recommencer, de repartir, eh ben c'est toute la société qui y gagne. Et c'est de ça dont on va parler ce soir. On va en parler avec des partenaires. On va dire merci aux partenaires pour commencer. Au début d'événement, je change, d'habitude on le fait à la fin. Le premier partenaire important, 60 000 rebonds. Et c'est moi qui vais en parler, parce que je suis aussi impliqué dans la situation, donc du coup j'en parle. J'ai souvent tendance à dire que la Falcon, c'est la théorie. On vient raconter des histoires, on écoute. 60 000 rebonds, c'est les travaux pratiques. 60 000 rebonds, c'est une association qui vient en aide aux dirigeants d'entreprise qui ont liquidé. Elle vient en aide avec un accompagnement de type coaching. Chaque dirigeant d'entreprise va avoir le droit d'être coaché, avec un parrainage, avec un autre entrepreneur. Et puis une dimension collective, puisqu'il y a des rencontres de groupe tous les mois entre tous les entrepreneurs qui ont liquidé, et puis leur parrain, leur coach. C'est une association qui, à mon sens, est vraiment d'utilité publique, parce que son but, c'est de mettre en pratique exactement ce qu'on a dit, libérer les énergies pour permettre de se relancer et de continuer de contribuer au collectif. J'en dis pas plus, mais ce soir, il y a parmi les entrepreneurs qui vont témoigner des gens qui sont actuellement accompagnés par 60 000 rebonds. Et donc, vous aurez l'occasion d'en savoir un peu plus et de comprendre en quoi le rôle de 60 000 rebonds peut parler à n'importe quel entrepreneur qui a liquidé. Et d'ailleurs, on les appelle les entrepreneurs en rebond. On ne les appelle pas les entrepreneurs qui ont liquidé, on ne les stigmatise pas. Le deuxième partenaire important ce soir, qui nous accompagne notamment financièrement sur l'événement, c'est le village. Et je vais laisser Brice monter sur scène, on peut l'applaudir. Et moi, je suis super content parce que la mission du village, c'est l'entrepreneuriat. Et on a parlé de start-up, on a parlé de rebond. Et du coup, la vision de l'échec dans un incubateur, c'est quand même quelque chose d'extrêmement important. Donc, je te laisse nous dire deux mots. Pourquoi le village est partenaire de la Falcon ce soir? Merci. Donc moi je suis Brice Lemoine et donc je suis responsable du village Baïséa, qui est une structure qui accompagne les startups, qui est située au premier étage ici, qui a ouvert il y a quelques semaines puisqu'on a ouvert en octobre. Et notre objectif effectivement, c'est d'accompagner les startups. Et quand on parle de startups, on parle finalement d'entrepreneurs. Et tu parlais tout à l'heure de risques. Effectivement, entreprendre, c'est prendre des risques. Et on le sait, l'échec, c'est forcément c'est lié à la prise de risque. Et quand on prend des risques, il y a une chance qu'il y ait un échec. Et c'est très important véritablement de dédramatiser cet échec pour que les entrepreneurs qui ont déjà entrepris, qui ont pris des risques et qui à un moment donné se sont plantés, puissent effectivement rebondir, mais surtout pour créer des vocations à l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, je pense que vraiment la peur de l'échec est un vrai frein à un moment donné pour se lancer dans la création d'entreprise. Il y a un vrai frein même pour prendre des virages à un moment donné stratégiques dans son entreprise. Et on le sait, quand on est une start-up, on doit souvent pivoter, on doit souvent faire plein de choses. Et à un moment donné, aller prendre des risques, il faut prendre le tout pour le tout. C'est notre rôle aussi au sein du village d'accompagner les start-upers quand ils prennent ces risques et quand ils cherchent à se développer. Et c'est pour ça en fait qu'on est partenaire aujourd'hui de la Falcon, puisque pour nous c'est vraiment important d'inciter les personnes à prendre des risques, même s'il y a des échecs derrière. L'essentiel c'est qu'ils apprennent derrière et puis de toujours se lancer. Voilà. Merci Brice.
Ok, j'en profite aussi pour remercier Picual qui va faire le buffet tout à l'heure et qui nous accompagne dans cette soirée. Rock'n'Roll qui s'occupe des vidéos et Thierry qui est ici, qui est lui-même start-upper. Et puis Nils qui prend les photos, mais j'ai pas vu Nils. Nils c'est pas là. Donc Nils prend pas les photos, mais on lui dit merci quand même. Premier fail de la soirée. Ok. Je vous présente le programme de la soirée, puis après je me tais, promis. On va écouter nos témoins, parce que moi j'ai pas forcément grand chose d'intéressant à dire. Alors, on est dans l'introduction, ok super. On va voir alors la façon dont on a structuré les interventions ce soir, c'est qu'on le fait en mode interview. Il y a un start-upper ou deux, c'est le cas du dernier slot, qui parle, et un intervieweur qui est un membre de l'équipe Falcon. Ça se passe à chaque fois en 20 minutes, 15 minutes de présentation et 5 minutes de questions avec la salle. 5 minutes, c'est pas beaucoup, mais pas de souci. Nos speakers seront encore là, nos témoins seront encore là pendant le buffet. Et donc, vous aurez l'occasion de leur reparler pendant le buffet. Et pour les questions, d'un point de vue technique, pratico-pratique, on ne promènera pas le micro dans la salle parce que c'est pas pratique et puis parce qu'on voit bien qu'il y a déjà quelques difficultés. Par contre, l'intervieweur répétera la question, comme ça on la capte au niveau vidéo, pour info d'un point de vue logistique. Ok. Le premier qui interviendra, c'est Julien. Julien, il va vous raconter, il a liquidé sa start-up en septembre, donc c'est tout récent, il y a 4 mois. Et il va vous expliquer ce qu'il en a retiré et où est-ce qu'il en est aujourd'hui avec tout ça. Puis Julien, il vous parlera aussi un peu de 60 000 rebonds, j'espère. Ensuite, le deuxième intervenant, c'est Pierre qui est ici. Pierre, lui, il a arrêté en juillet, si je dis pas de bêtises. Et lui aussi, c'est quelque part son histoire, c'est une belle histoire de rebond, c'est une belle histoire de suite qu'il a donnée à l'aventure. Pierre, il vient de Paris spécialement pour nous parler cette histoire. Il n'est pas accompagné, je crois pas, par 60 000 rebonds, mais par une autre association. Il a le droit d'en parler parce qu'on s'en fout, on n'est pas sectaire, tu peux parler des concurrents. Ok. Ensuite, on a Timothée qui est ici. Donc Timothée, il va nous raconter son histoire également avec des histoires d'échecs et de rebonds. Alors pour certains, un peu plus dans le passé d'ailleurs. Et Timothée, il vient de Suisse aujourd'hui, puisque c'est Genève, c'est de Lausanne. Genève et Berlin. Donc il vient de Suisse, y compris la Suisse de l'Est. Et là, je suis sûr qu'il n'est pas accompagné par 60 000 rebonds, Timothée. Parce que je ne connais pas 60 000 rebonds Genève ni 60 000 rebonds Berlin. Et ensuite, on finira avec un couple, avec Audrey et Jérôme, qui est un couple dans la start-up et dans la ville. Donc, il risque d'y avoir 2-3 questions intéressantes. Eux, ils sont d'Annecy. Donc, on a en fait un seul Grenoblois. Tous les autres, c'est des speakers qui ont fait des kilomètres pour venir vous raconter leurs histoires aujourd'hui. Voilà, et puis à 21 h, on passera au cocktail pour continuer les échanges avec un verre à la main. Voilà, j'ai assez parlé, on est pile poil dans les temps. Je passe la parole à notre premier duo, Aurore et Julien. Merci à tous, bonne soirée. Bonsoir. Ouais, c'est chouette, j'adore les micros. Donc c'est moi qui pose la première question. Avant la première question, je voudrais juste te remercier parce qu'on sait juste que c'est pas évident, même si on l'a pas forcément vécu individuellement, que parler d'un échec. Changer quoi? Ah ouais. Ok. Ça te va comme ça? Donc merci Julien. J'ai pas entendu la blague de là-bas, mais je vois que ça rigole. Ok, du coup, Julien, juste pour commencer, est-ce que tu peux te présenter un peu ton parcours et puis on enchaîne? Bonsoir à tous. Pour ma part, donc, je suis issu de Grenoble. J'ai fait mes études ici. J'ai commencé en tant que moniteur snowboard et je faisais un petit peu de compétition. Après, j'ai fait un master en ingénierie marketing à l'IAE de Grenoble. Et puis, passionné par la mode et puis la suite de mon parcours dans le snowboard, je suis parti chez Ripure l'Europe à Osgore, dans le surf, donc en chef de produit.
Ensuite, je suis parti à Londres travailler pour la marque Esprit. Ensuite, je suis parti à Bruxelles pour travailler pour Levis Europe pendant presque 3 ans. Ensuite, je suis revenu en France pour travailler pour le groupe Happy Chic, donc les marques Jules, Brice et Bisbee. Et en parallèle, j'ai monté ma start-up What Size, qui était un service de recommandation de la bonne taille de vêtements pour vous aider à acheter vos vêtements sur Internet, en magasin et pour offrir. On parlera peut-être un peu plus du parcours tout à l'heure, mais en 2015, j'ai pivoté pour créer Serial Shoppers, qui était du coup un assistant shopping beaucoup plus généraliste. On a été accompagné par le programme HP Startup, on a fait une levée de fonds de 1,1 million, on a ouvert les bureaux à Paris et à Grenoble, et on était une équipe à peu près de 7 personnes. En parallèle de ça, depuis 2015, j'étais Startup Advisor dans plusieurs startups, ce qui m'a permis aussi d'avancer un peu sur ma réflexion. Et l'aventure s'est terminée cet été, en 3 semaines, donc liquidation en septembre. Waouh. Ok, donc là, tu es dans une phase que tu vas nous raconter un tout petit peu. Tu peux nous dire un petit peu ce qui s'est passé, comment tu as analysé les choses et ensuite on viendra à comment tu vis tout ça. Alors c'est toujours un petit peu compliqué de revenir sur l'échec, parce qu'en start-up, il y a tellement de raisons qui font que de toute manière l'échec, on le vit pratiquement tous les mois, toutes les semaines, tous les jours. Donc il y a un moment donné, effectivement, on développe ce côté résilience. Donc le côté liquidation, finalement, c'est un échec de plus, un peu plus gros, mais en même temps, on a quand même appris au fur et à mesure à travailler avec et à essayer d'avancer dans cette direction. Alors ce n'est pas pour autant facile, puisqu'effectivement, quand on a travaillé 7 ans sur un projet personnel, qu'on a mis un peu tout dedans et puis que du jour au lendemain ça se termine, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué à gérer à la fois même physiquement et puis surtout moralement pour essayer de savoir ce qu'on va faire derrière. Sachant qu'en entrepreneur, on n'a pas forcément droit, que ce soit au chômage, à des différentes aides, etc. Donc c'est vrai qu'on a cette obligation de retrouver quelque chose très rapidement. On n'a pas trop l'occasion de se reposer un petit peu sur nos lauriers, ni de prendre le temps de se reposer. Donc il faut y aller. Après, moi, j'ai continué du coup dans le consulting, dans les startups que j'accompagnais. Donc heureusement, pour l'instant, je m'en sors pas trop mal. Après, c'est vrai qu'il y a aussi ce besoin de se reconstruire et de travailler sur un projet un peu plus à long terme. Après, le temps que j'ai passé pour travailler un petit peu sur cet échec, en essayant de comprendre l'échec dans son ensemble, je le diviserai en 4 grandes étapes. 2 pré-échec et 2 post-échec. La première étape, ça serait un petit peu le côté quotidien. Le côté on est dedans, on prend des décisions, on avance, mais on ne sait pas encore les répercussions qu'elles vont avoir. On sait une chose, c'est que si vous avez les bons outils après coup, si on a le bon accompagnement, si on prend le temps de prendre du recul, de se poser les bonnes questions, on a quand même moins de chances de faire un certain nombre d'erreurs qui seraient quand même compliquées. Après, a posteriori, il y a beaucoup d'erreurs qui font qu'on aurait dû tester le marché plus tôt, il faut tester les hypothèses, il faut monnayer beaucoup plus rapidement, les pivots ont été probablement faits un petit peu trop tard, il y a peut-être quelques erreurs également au niveau management, et c'est vrai que tout ça font qu'au fur et à mesure, ça s'accumule. La deuxième étape, c'est, alors je n'ai pas trouvé de mot en français, mais c'est un acronyme business américain, WFIO, qui veut dire We are fucked, it's over. Et c'est le moment où finalement vous vous rendez compte que de toute manière vous pouvez faire ce que vous voulez, de toute manière c'est terminé. Donc la vie est bien faite quand même, de toute manière vous ne laissez pas tomber et vous abandonnez pas tout, puisque de toute manière vous avez quand même des responsabilités, puis il faut liquider la société. Quand on a des salariés, moi j'avais des bureaux à Paris, à Grenoble, du matériel, etc., il faut liquider un certain nombre de choses. Donc malgré le fait qu'on sait que depuis fin juillet, la start-up s'était terminée, et ben, j'ai dû rester jusqu'à fin septembre pour accompagner un petit peu tout ça, aider les salariés à retrouver du travail, etc. Et puis après on pense à nous. La troisième étape post-échec, c'est un peu l'étape où je suis maintenant, c'est le côté un peu, comment on va dire ça, sentiment. Le côté où on est post-échec, et puis à un moment donné, il faut se remettre en question. Donc il faut arriver à reprendre confiance, il faut arriver à aller de l'avant, il faut arriver à retrouver un projet professionnel, parce que ça se fait pas non plus comme ça. Et donc c'est vrai que c'est une période qui est quand même relativement difficile, d'où l'avantage aussi d'être accompagné. Donc comme l'a dit un petit peu Eric, moi je suis rentré chez 60 000 rebonds en fin d'année. Donc j'ai commencé avec un coach et une marraine, et puis pour l'instant ça se passe très bien.
Ça permet un petit peu justement d'avoir la vie de personne et de ne pas rester seul dans son échec. Parce qu'une des plus grosses problématiques qu'on a eues, enfin moi que j'ai eu en tout cas quand j'ai terminé l'aventure, c'est qu'on passe d'une aventure à 200 à l'heure avec du monde en permanence à se retrouver un petit peu seul chez soi avec Netflix et la musique. Et il y a un moment donné, effectivement, le fait de pouvoir sortir un peu de chez soi, de pouvoir parler à des gens, de pouvoir prendre du recul, c'est vrai que c'est quelque chose qui est quand même relativement important. Et la dernière étape, que moi personnellement je n'ai pas encore passé, mais peut-être que d'autres l'ont déjà fait et témoigneront après, c'est l'étape où l'échec devient un bénéfice. L'échec, le rebond, vous permet de voir un peu ce que vous avez fait et tout le travail accompli qui vous a permis de rebondir là où vous en êtes. Je terminerai juste ce passage pour dire qu'il y a vraiment, quand j'ai fait cette analyse de l'échec, il y a deux choses qu'on analyse souvent dans l'échec, ce qui n'a pas marché. Donc effectivement, c'est la principale question qu'on se pose, mais il y a aussi beaucoup de choses analysées dans l'échec sur les choses qui ont marché. Puisque finalement, pour avoir duré 7 ans, il y a quand même 2-3 choses que j'ai dû faire pas trop mal. Donc c'est aussi important de savoir lesquelles pour pouvoir après rebondir sur les choses qu'on a bien faites et qu'on est capable de reproduire. Et puis les erreurs qu'on a pu faire dans le passé, essayer de les faire différemment. Je pense qu'il y a surtout un problématique de process aujourd'hui en start-up où aujourd'hui on a toujours un peu l'intention de dire... C'est pas un peu freestyle, mais bon, on commence à se professionnaliser, il y a des accompagnements, etc. Moi, j'ai la chance d'être passé aussi au Tarmac, à Get1, dans le programme HP Startup. J'ai eu pas mal d'accompagnements de ce côté-là. Donc, c'est vrai que ça vous permet quand même d'aller un petit peu plus loin, de bien définir les process. Et quand vous restez tout seul de votre côté, c'est encore plus compliqué. Est-ce que tu t'es vu te planter ? Est-ce qu'il y a un moment, tu t'es dit oulala, j'y vais ? Parce que si j'ai bien compris, ça s'est quand même liquidé super vite. L'aventure a duré longtemps. Est-ce qu'à un moment tu t'es dit, et est-ce que c'était vraiment proche de la fin, où tu t'es dit ça y est, je suis planté ? Alors effectivement, on le sent quand même venir. Il y a des signes, et puis de toute façon, comme je disais tout à l'heure, en start-up, on rencontre un petit peu ce côté échec et ce côté tous les jours. Donc c'est vrai que la plupart du temps, on arrive à passer outre. Et il y a ce moment où on sait qu'à un moment donné, on passera pas outre. Donc oui, je l'ai senti venir parce qu'on était en train d'essayer de boucler notre deuxième levée de fonds. Et on avait des retards technologiques au niveau du produit assez importants. Et c'est vrai qu'à un moment donné, on savait que si on passait pas ce cap et qu'on produisait pas la plateforme assez vite, de toute manière, ça allait arriver. Après, moi, j'ai pris mes responsabilités puisqu'à partir de juillet, je pouvais pas payer les salaires, donc je me suis mis en cessation directement, le 22 ou le 23. Et après, je suis passé au tribunal, il n'y avait qu'une session, c'était au mois d'août, je crois que c'était le 3, et je suis passé en liquidation directement. Donc la fin de l'aventure, elle a quand même eu lieu en 3 semaines. Donc c'est vrai qu'après, il y a l'été, etc. C'est quand même relativement rapide. Et comment on se sent à ce moment-là ? Pendant ces 3 semaines, on arrive à gérer ? Comme je disais tout à l'heure, c'est un petit peu le moment, la deuxième étape. Donc on est dedans, donc finalement on est en train de tomber, mais on ne peut pas abandonner, un peu comme un capitaine, il ne va pas abandonner son navire, et à un moment donné on a quand même la responsabilité, j'avais des responsabilités au niveau des investisseurs, au niveau des gens qui m'ont fait confiance, au niveau des salariés, au niveau de beaucoup de personnes. Donc on ne peut pas juste se dire c'est terminé, on craque, etc. Puis on a bien le temps de craquer juste après. Finalement, 1 mois, 2 mois, quand de toute manière on sait que ça on va se planter. Autant, alors après c'est propre à chacun, mais je me dis que autant faire les choses bien, donc essayer de prévenir un peu toutes les personnes avec qui on a travaillé. On a quand même fait, je vous ai dit, une levée d'1,1 million, donc à un moment donné on avait quand même un certain nombre de partenaires qui ont perdu aussi dans l'histoire, donc il n'y a pas que nous qui nous ont fait confiance. Donc c'est vrai qu'on a essayé de faire le process entre guillemets le mieux possible, même si de toute manière il n'y avait pas de solution idéale. Ok, bravo en tout cas. J'ai une question qui est assez classique, mais qu'est-ce que tu as appris et est-ce que tu as l'impression d'avoir progressé finalement ? Est-ce que tu as confiance en l'avenir et est-ce que tu te dis déjà je vais retenter une aventure entrepreneur ? Est-ce que tu as déjà appris quelque chose ? Est-ce que tu ferais les choses différemment ? Ça fait plein de questions. Ouais, ça fait beaucoup de questions en une, mais je vais essayer de répondre. Après l'analyse, encore une fois, de cet échec, quand je dois refaire un peu la vue globale de ce qui s'est passé pendant 7 ans, la première chose que j'en retire, c'est de l'apprentissage. Parce que finalement, cette expérience en start-up, elle m'a quand même permis une chose, c'est d'apprendre énormément de choses différentes et beaucoup plus vite.
Aujourd'hui, j'ai des connaissances, alors j'en avais quelques-unes avant parce que j'ai fait un master généraliste, mais j'ai des connaissances beaucoup plus abouties en levée de fonds, en compta, en développement produit, en marketing, en business, etc. Et c'est des choses qui font qu'on est obligé de se confronter relativement rapidement au marché, donc on échoue vite, donc on apprend vite, entre guillemets. Le tout, c'est d'essayer d'aller le plus rapidement possible pour apprendre un maximum de choses. Et c'est vrai que 7 ans en tant qu'entrepreneur, je ne peux pas faire le parallèle avec ce que j'ai appris pendant mes 7 ans en grand groupe, même si c'était de magnifiques expériences. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'en start-up, j'ai appris énormément de choses. Pour la deuxième question, si j'en avais les capacités aujourd'hui, je repartirais directement de toute manière sur un projet entrepreneurial. Ça, c'est si je pouvais le faire, etc. Après, il y a la réalité de la vie, il y a des moyens financiers, j'ai une famille, j'ai 2 enfants, etc. Donc, il y a un moment donné, il faut aussi aller de l'avant, et puis il faut accepter que tout se passe pas forcément comme prévu, et qu'il y a un moment donné, peut-être qu'il faudra que je repasse par du salariat, peut-être qu'il faudra que je repasse par un autre projet qui sera peut-être pas le mien, avant de rebondir dans quelques années sur quelque chose de différent. Mais en tant que tel, pour répondre à ta question, oui, je remonterai quelque chose. Je vois pas cet échec comme quelque chose de définitif. On apprend de toute manière, et puis finalement, si c'est pas cette fois, ça sera la fois d'après, si c'est pas la fois d'après, ça sera celle d'après. Mais finalement, c'est le voyage qui est intéressant, c'est tout ce qu'on apprend, c'est les personnes qu'on rencontre, c'est tout ce qu'on fait, et c'est ça qui finalement rend l'expérience startup si enrichissante, et pas simplement le fait de dire on a réussi, on est devenu riche, etc. quoi, qui fait un peu cliché. Une dernière question avant peut-être de passer la parole à l'auditoire. Comment tu te sens aujourd'hui, là, ce soir, de raconter ton histoire? Ça a l'air d'aller, mais à mon avis. Non, ça va. Après, ça fait un peu comme une mini psychanalyse à l'intérieur de nous. C'est vrai que moi, j'en parle beaucoup. J'ai pas de problème avec ça. J'ai rarement eu des problèmes avec l'échec, donc ça me pose pas vraiment de problème. Et au contraire, je vois ça vraiment plutôt. C'est peut-être ma culture anglo-saxonne de base, qui fait que effectivement le côté échec est un passage, alors pas obligatoire, on est d'accord, mais en tout cas si on y passe, c'est ce qu'on va faire après qui est important. Donc non, c'est compliqué quand même au niveau moral, au niveau projet, au niveau savoir où je veux aller, comment je vais le faire, comment je vais me débrouiller, etc. Il y a plein de questions qui viennent, il y a plein de choses qui se mettent, qui arrivent tous les jours, et puis il y a le côté procrastination, il y a le côté perte de confiance, il y a beaucoup de choses, mais comme je vous ai dit, je suis dans l'étape 3, donc j'ai quand même confiance de me dire, il y a un moment donné, je vais rebondir sur quelque chose d'autre, je ne sais pas quand, mais en tout cas, j'y travaille aussi, et j'essaye d'avoir un certain nombre de projets qui me permettront de rebondir sur quelque chose d'autre. Ok, merci pour ton témoignage et ta sincérité. Dans la salle, peut-être, des questions? Greg? Moi, je voudrais savoir comment tes proches l'ont vécu. Est-ce que tout le monde a entendu la question ou est-ce que je répète? Je répète pour le micro. La question c'est comment tes proches ont vécu cette aventure-là? Alors il y a eu plusieurs étapes. La première étape assez intéressante, c'est quand je me suis lancé en 2010. Déjà le côté start-upper était beaucoup moins cool que maintenant. Et puis ma mère et mon père qui m'avaient payé un bac+5, des voyages à l'étranger, des expériences, quand je leur ai dit je plaque tout, je deviens entrepreneur et start-upper, c'est vrai que sur le moment, il y a eu quelques déjeuners houleux à faire comprendre et à faire un peu ce process. Et puis c'est vrai que j'ai été beaucoup moins accompagné à l'époque que je l'ai été en 2014, 2015 et après. Après, ils ont bien fini par comprendre au bout de 7 ans que de toute manière c'était plus dans ma nature et c'était plus quelque chose dans lequel je pouvais m'épanouir, qui fait que finalement ils ont compris et puis ils y viennent aussi. Donc moi j'ai aussi la chance, ma femme est entrepreneur aussi, donc elle comprend un petit peu, on fait des sacrifices, on fait ce qu'il faut, mais en tout cas je suis bien entouré de ce côté-là, heureusement j'ai pas ce problème-là. T'as pas eu droit, je te l'avais dit. Il y avait une autre... Alors, on demande des conseils pour des gens qui voudraient se lancer. Alors des conseils, il y en a beaucoup. On pourra échanger si tu veux tout à l'heure un peu plus dans le détail. Ça dépend du stade dans lequel tu es. Je pense que le plus important quand tu es un peu entrepreneur et que tu as envie d'avoir un projet, c'est déjà de te lancer. Parce qu'être entrepreneur, c'est déjà être dans l'action. Et la problématique qu'on a souvent sur un projet, moi j'ai eu l'idée en 2005, je me suis lancé en 2010, donc j'ai fait mon action, etc., j'ai fait mes projets, mais en tant que tel, j'avais toujours une bonne raison de ne pas y aller. Et ça, des raisons, t'en trouveras tout le temps, et vraiment le plus dur, véritablement, c'est de se lancer.
C'est comme le vélo, une fois que tu as commencé à pédaler, bah, à un moment donné, tu es dedans. Donc de toute manière, tu apprends, tu tombes, tu te relèves, tu recommences, etc. Mais tu apprends. Donc ça permet d'avancer. Le deuxième vrai conseil, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est ne pas croire que le côté start-up, c'est un côté vraiment freestyle. C'est je vais avoir une bonne idée, je vais faire ça, ça va marcher du jour au lendemain, je vais faire un produit, etc. Il y a quand même un certain nombre de process sur le fait de dire il y a des choses qui se font, tester ses hypothèses, ne pas forcément attendre d'avoir fait 12 mois de développement produit pour aller voir le marché, ne pas aller voir dès le jour 1 un investisseur en disant j'ai l'idée du siècle, etc. Donc ça paraît bête, mais c'est encore beaucoup le cas. Et c'est vrai que dans beaucoup de startups que j'accompagne, j'ai encore cette phrase magnifique où les gens me disent non mais moi l'argent c'est pas un problème. Et là, tu prends le recul, tu le sais, mais ils veulent pas l'entendre à ce moment-là. Donc je pense qu'à un moment donné, il y a aussi quand tu es entrepreneur, il y a ce côté, alors il faut savoir prendre l'information, il faut savoir écouter quand même les gens, après il faut savoir agir en conséquence. Tu peux pas écouter tout le monde, mais c'est vrai que c'est là où ça devient compliqué d'être entrepreneur, c'est qu'à un moment donné, tu dois prendre les bonnes décisions avec le minimum d'informations, et puis tu dois vivre avec. Le monsieur devant, Jean-Philippe. Sébastien. Plus spécifiquement, le Julien de 2018 aujourd'hui, quel est le conseil que tu donnerais au Julien de 2010 avant de se lancer? Alors, le conseil du Julien de 2018 pour le Julien de 2010 avant de se lancer. Bonne chance. Non, finalement, non, mais c'est une bonne question. La problématique de cette question, c'est est-ce que j'étais prêt à l'entendre à l'époque? C'est que je suis aussi où j'en suis aujourd'hui parce que j'ai fait tout ce parcours-là. Bien sûr, je pourrais me dire aujourd'hui, fais pas de la même manière, va tester ton marché, monétise, travaille plutôt ton business model. J'ai une citation que j'ai discuté avec plusieurs entrepreneurs quand j'ai échoué, et des serial entrepreneurs, et ils m'ont dit une chose super intéressante qui était de dire quand tu fais ta première start-up, la problématique c'est que tu es amoureux de ton produit. Et quand tu fais la deuxième, la troisième, etc., tu deviens amoureux de ton business model. Et déjà, tu n'es plus dans la même dynamique parce que tu acceptes de faire un certain nombre de choses, de changements que j'ai pas su faire avant. Parce que j'étais dans mon idée, ça va marcher, j'en suis sûr, en plus je suis du milieu, j'avais les contacts, etc. Il y avait toujours une bonne raison qui faisait que non, il ne fallait pas se remettre en question sur ce niveau-là. Et preuve en est que voilà, j'ai duré 7 ans, c'était très bien, mais en tant que tel, le business model n'a pas été validé comme il aurait dû l'être. Et ça, c'était probablement la plus grosse erreur que je devrais corriger si je devais retourner en 2010. Ok, Jean-Philippe. Oui, tu as évoqué les investisseurs et les salariés qui ont évidemment été touchés par la situation. Tu n'as pas dit comment tu avais géré ça. Et pourquoi est-ce que c'est différent de gérer l'impact de l'échec sur les autres et l'impact de l'échec sur les autres? Alors, je répète la question dans l'ordre. Donc, tu as parlé des investisseurs et des salariés. Comment on gère l'impact que peut avoir un échec sur ces personnes-là par rapport à ta perception individuelle à toi? Alors on verra avec les autres s'ils ont la même perception que moi, mais finalement ça s'est vraiment bien passé, autant que ça peut se faire. C'est-à-dire que de toute manière, à partir du moment où on a fait tout ce qu'il fallait, il n'y a pas d'erreur de gestion, il n'y a pas un certain nombre de choses, etc. Ils ont quand même cette compréhension du fait qu'ils ont investi dans une start-up, ils sont venus travailler dans une start-up, donc c'est un risque. Et finalement, si je peux dire ça, ils l'ont mieux pris que moi. Je me suis mis une pression énorme à vouloir faire les choses bien, à essayer de leur faire des rapports vraiment pointus sur toutes les raisons etc., comment on pouvait vendre, pas vendre, etc. J'ai passé du temps avec les salariés pour essayer de tous leur retrouver un autre emploi, avec des contacts, des lettres de recommandation, etc. Donc finalement, je pense que je me suis beaucoup mis la pression par rapport à eux, puisque finalement, ils ont tous retrouvé, et puis finalement, ils étaient couverts de toute manière par le côté chômage, et puis les investisseurs, même si ça ne m'enchante pas et que c'est malheureux, ça faisait aussi partie du risque. Et ça, heureusement, ils l'ont bien compris, et on a gardé cette relation. Merci. Je vous propose de retrouver Julien au moment du cocktail tout à l'heure, parce qu'il faut qu'on laisse la place à Pierre. Merci Julien. Merci. On a 3 tabourets. Alors.
on a parlé de 3 casquettes pour Eric. Je vais parler de 5 bonnets pour ma part, mais c'est pas important, parce que l'important, c'est ce que Pierre va nous raconter. Je m'appelle Philippe Raz. Les 5 bonnets, c'est quoi? Vice-président de Grenoble Angels. Donc, monsieur n'est pas de Grenoble, ça me fait plaisir, parce que sinon, il va peut-être dire du mal des Business Angels dans son échec, puisqu'il est de Paris, donc il n'aura pas la chance. Bénévole de la French Tech, Philippe, bénévole du festival Transfo, HPE qui organisait un événement hier, et aujourd'hui dans l'aide de la Felcon dans l'équipe pour organiser cette conférence. Donc merci d'être tous présents. Je vais essayer de rester sur mon rôle d'intervieweur et pas de déborder sur les aspects de Business Angels ou de French Tech. On est vraiment à la Felcon de Grenoble. Donc, Pierre. C'est moi. On ne se connaît pas. Bonjour. Enchanté. On a donc improvisé dans son voyage entre Grenoble et Paris un scénario dont il n'est pas au courant. Encore maintenant. Et moi non plus. Dis-nous, pourquoi en sortant de l'école de management de Grenoble, ou en fait avant même de sortir de l'école, tu as décidé de créer une société? Et comment tu l'as fait? Alors bonsoir à tous, merci pour l'invitation. En fait, moi j'ai fait GEM comme école, l'école de commerce de Grenoble. Et pendant mes expériences professionnelles, donc avant GEM, j'organisais des concerts sur Rennes. En arrivant à Grenoble, j'organisais des concerts sur Grenoble, les produits des artistes. Pendant mes stages et césures, j'ai fait mes expériences professionnelles chez Universal Music et chez Technopole, qui est l'association qui fait la Technoparade. Et donc, à ce moment-là, j'ai eu l'idée de créer Vinylite, qui était une plateforme de vinyle à l'unité et un disquaire en ligne. Et je me suis dit que il faudrait que je le bosse sur ma dernière année d'école, puisque le programme est assez léger. Et c'est là que j'ai rencontré Mathieu Gentil, qui m'a proposé, pour mon dernier semestre, de voir s'il y avait quelque chose à faire avec ce concept. Donc là, tu as cité des noms. Mathieu Gentil, si tout le monde le connaît ou ne le connaît pas, Mathieu Gentil est la personne qui anime le cowork ici dans les bâtiments de la French Tech ou les bâtiments de Orange. Donc qu'est-ce que tu as fait chez Cowork et pourquoi tu n'es pas allé finalement à l'incubateur Incubagem, qui est également existant à l'école de management de Grenoble? Alors ici, pendant 3 mois, avec Mathieu et Jonathan Bonzi d'une Petite Mousse, on a essayé de prouver le concept, qu'il y avait un intérêt. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai contacté tous les gens que je connaissais qui écoutaient des disques et tous les gens que je connaissais qui avaient des labels, pour voir s'il y avait un intérêt de faire de la production de vinyle à l'unité, et plus loin, l'intérêt de créer un disquaire en ligne français. Pourquoi je l'ai fait ici? Parce que il faut sortir de la bulle de l'école. Hein. C'est une bulle qui ne nous fait pas découvrir Grenoble. Ici, il y a un dynamisme différent qu'on ne retrouve pas à l'école. Et donc j'ai commencé ici, mais j'ai enchaîné ensuite avec l'incubateur de l'école de Grenoble, l'école de management, pendant 6 mois. Et ensuite, je suis monté à Paris. Si je résume, tu étais en mode d'itération de manière très serrée et très dynamique. Exactement. On peut le dire? Oui. Ok. Et ça, c'était 2014, 6 mois avant de terminer l'école. Donc, tu as fait ces itérations sur 6 mois, puis 6 mois après aussi dans Cowork. Tu as eu, si je pense bien, une compréhension de ton business model potentiel très rapidement, parce que tu as eu des premiers contrats qui sont arrivés. C'était également en 2014-2015? Ouais, avant de lancer le site, on avait déjà une trentaine de labels qui étaient très intéressés par notre concept. Et quand on a lancé le site en décembre 2014, on a directement commencé à produire des disques vinyles à l'unité. Donc, en fait, quand ça se passe comme ça, on se dit qu'on est sur le bon chemin. Mais en fait, notre business model, au bout d'un an, a vite changé, puisqu'on s'est rendu compte que le vinyle à l'unité, c'était vraiment des miettes. C'est-à-dire que c'est vraiment une niche de niche de niche. Et en fait, on s'est rendu compte que, vu qu'on avait une audience de personnes fans de vinyle, il y aurait peut-être un intérêt à vendre des disques, comme le fait un disquaire, le superbe disquaire Discorama, qui a d'ailleurs bougé à 100 mètres d'ici, que je vous recommande. Et on a décidé du coup de se lancer contre la Fnac et Amazon. Voilà. Dit comme ça. Alors, je ne ris pas.
mais c'est une aparté, parce que moi, il y a 10 ans, j'ai investi dans une start-up grenobloise qui s'est lancée sur la diffusion de titres à l'unité ou contre la FNAC, et en fait qui a fait la marque blanche de la FNAC, qui malgré tout, 10 ans après, n'est plus de cet écosystème-là aujourd'hui. Donc je ne vais pas rire, parce que je comprends un peu la peine aussi qu'on peut avoir vu de l'autre côté. Donc vous avez été en accélération très vite, quelques milliers d'euros qui sont venus, des gens qui ont montré de l'intérêt. À quel moment ça fait on change de business model, ou bien ça va pas aller, ou bien il faut aller vers une autre type d'accompagnement? Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là, 2015-2016? En fait, on était en négociation avec les grandes majors de l'industrie, qui sont Universal, Warner et Sony, et on a perdu 1 an à essayer d'obtenir des droits qui nous auraient peut-être donné en 2025. En fait, ce qu'il faut savoir dans l'industrie de la musique, on est dépendant des catalogues détenus par des labels. Il y a quand même, comme dans d'autres milieux, il y a un fort aspect juridique. Et ces boîtes-là ne lâchent rien tant que vous ne faites pas 1 à 2 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc en fait, vous venez leur demander des choses, ils vous voient, ils vous font rencontrer département, électro, vous allez voir les gens du publishing, vous allez voir les gens des business affairs, en attendant que vous commenciez à vraiment marcher. Et nous, on n'allait clairement pas assez vite pour eux, et en fait, c'est là qu'on a commencé à aller, on s'est dit, bah, si on arrive à avoir tous les indés, peut-être qu'à un moment les majors vont dire oui. Sauf que ça demande énormément de temps de contacter tous les labels indépendants d'Europe. Donc en fait, on a perdu beaucoup de temps sur le fait d'obtenir des droits, alors qu'en parallèle, l'activité de disquaire en ligne, qui est une activité de e-commerce classique, grossissait de manière naturelle, et c'est pas là-dessus qu'on mettait nos efforts. C'est-à-dire qu'en fait, et ça c'est de ma faute, j'étais tellement dans le vinyle à l'unité, c'est mon concept, c'est le truc que j'ai inventé, quoi. Enfin, et on mettait tous les efforts là-dessus, et en fait, le disquaire en ligne nous faisait un chiffre d'affaires important, on margeait bien dessus, mais on mettait pas nos efforts là-dessus. Donc, maintenant que je vous le dis là, je me rends compte que c'était complètement con. Mais quand on est la tête dans le guidon, et qu'on a fini les accompagnements, qu'on a fait un accélérateur, un incubateur, et après on saute dans le grand bain, comme des petits bébés, on galère, quoi. Ça arrive. Donc, merci. Donc tu as parlé de la niche, de la niche, de la niche. Même s'il n'avait été qu'au niveau de la niche, c'est-à-dire de la musique en ligne payante en 2014 par non-streaming, cette niche-là, en France, pour vous donner quelques chiffres, la musique payante non streamée qui est payée en ligne, c'est 3% de la part du marché, parce que 95% c'est de toute façon iTunes, okay, avant même que le streaming n'arrive, Deezer ou d'autres. Donc, de toute façon, la niche, elle est aussi petite. Alors, vous imaginez la niche de la niche de la niche, et ça, tu l'avais pas vu? En fait, on se dit qu'on va être tellement bon qu'on va pouvoir s'accaparer toute la niche. On se dit que le concept, il va parler de tous ces geeks de musique, ils vont forcément être séduits par le concept et qu'on va avoir une pénétration de marché de 100%. Voilà. Et ça non plus, ça n'arrive jamais. Bon, alors, j'imagine... Est-ce que je peux dire que il y a certainement un investisseur qui t'a influencé à croire ceci, ou c'est pas possible que... Enfin, c'est pas tout seul qu'on peut dire je vais prendre 100%. Donc il y a des gens qui t'ont encouragé aussi, qui t'ont aidé, et qui peut-être t'ont accompagné, et puis indépendamment de Cowork ou de Incupagem, mais de manière générale, et cet écosystème qui était autour de toi n'a pas été accélérateur de succès, mais peut-être à renforcer quelque chose qui ne permettait pas d'arrêter ou de continuer ou de le faire différemment. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Quels sont les gens qui t'accompagnaient après l'incubation? Après, ça a été tout mon réseau de mes expériences universales. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que depuis 2014, le marché du vinyle fait presque plus 100% par an. C'est 7% du marché de la musique en France, aujourd'hui. Et que, on sent... moi, je connais beaucoup de disquaires, et en fait, on voit les disquaires qui nous disent que, ouais, on vend plus... Nous, en ligne, on voit qu'on vend plus avec le même nombre de références. Et même si, en fait, malgré
le fait que la croissance ne soit pas, c'est pas de l'hyper-croissance, mais quand on fait 20-30% de chiffre d'affaires de plus par mois, on se dit qu'on est bien, quoi. Sauf que ça marche parce que tout le monde est payé au SMIC, et en fait on met du temps à se rendre compte qu'on est totalement dépendant des capitaux qui vont être investis ou non dans la boîte, et que avant de devenir indépendant financièrement, on n'y arrivera jamais sans cette direction. Je ne sais pas si vous voyez, c'est un peu un cercle vicieux en fait. On essaye d'économiser sur toutes les dépenses. Alors, je vais rebondir sur ce point-là, ce cercle vicieux qui tourne dans un sens par rapport à l'autre. Il aurait voulu que ça tourne comme ça pour que ça avance, et finalement, inconsciemment, ça a tourné dans l'autre sens. Mais, donc, tu avais un cash burn qui était déjà très réduit, puisque tu serrais tous les coups, ouais. Mais ça t'empêchait de croître plus que ce que tu n'aurais voulu, si j'ai bien compris. Et puis, tu as voulu obtenir de l'argent d'investisseurs, de business angels, d'autres structures, sans doute. Tu avais gagné des prix où tu étais en train d'eux. Pourquoi ça n'a pas fait retourner la mécanique dans un sens positif, d'après toi? Ça a fait totalement tourner la mécanique dans un sens positif. Déjà dans la musique, il faut savoir que l'investissement dans la musique, c'est très frileux parce qu'il y a très peu de boîtes qui réussissent. Comme dans d'autres milieux, mais dans la musique, c'est vraiment, on est déjà sur un marché qui génère peu de revenus, et vraiment les trois quarts se plantent. Et en fait, nous, en janvier, on a trouvé un business angel qui vient du milieu, qui dirige un gros label indépendant, qui nous a dit « Ok les gars, moi j'y crois, j'y vais ». Et là, on a eu, là on était comme des petits fous, quoi. On était là, putain, ça fait 2 ans qu'on galère, il y a enfin un gars qui nous suit à fond. Et là, il y a eu une vraie impulsion aussi au niveau mental dans l'équipe, c'est-à-dire que naturellement, on s'est redonné, tu te redonnes plus, les chiffres suivent. Et c'est peut-être là aussi qu'il faut... En fait, nous, quand on s'est planté, on n'était jamais sûr, on n'avait jamais été aussi sûr qu'on allait y arriver, quoi. On s'est fait planter 5 jours avant la signature de tous les termes qu'on devait faire, et moi j'étais au Midem à ce moment-là en train de gérer des gros deals avec des Américains et des Hollandais. J'ai reçu un appel de mon investisseur particulier, donc c'est un business angel particulier, ça allait être son premier investissement. Comme quoi je vous conseille, pour les conseils des futurs entrepreneurs, les business angels, il vaut mieux aller vers des clubs de business angels qui mutualisent leurs risques. Et donc 5 jours avant le rendez-vous, on avait notre lettre d'intention et tout. Il nous dit, moi j'ai peur. J'ai peur et je ne vais pas vous suivre, parce que ça fait quand même aussi 5 mois que vous me promettez qu'il y a une deuxième version de votre site qui va sortir et qui n'est toujours pas prête. Donc on est loin d'être tout blanc dans cette histoire. Mais malgré le fait qu'on était sûr, pardonnez-moi l'expression, qu'on allait tout niquer, et on s'est planté 5 jours plus tard. Voilà. Donc il y a eu la vraie impulsion l'argent va arriver, tout le monde était à fond, et comme le soufflet en fait. Alors là, je ris plus non plus, hein, parce que c'est compliqué, à la fois sans doute pour cette personne qui voulait croire au projet, qui voyait que vous avanciez, qui allait vous encourager, mais qui va vous donner l'argent. On peut citer un montant ou pas? 100 000 euros. C'était 100 000 euros pour 20% de la société. Voilà, donc juste pour donner une idée, 100 000 euros pour 20% de propriété d'une société, c'est l'argent, ce monsieur qui ne donne pas à ses enfants. Il n'y a pas beaucoup de gens sur la Terre qui font ça. De donner même si vous aviez une pertinence sur le marché, sa connaissance, ça ne se fait pas comme ça, si facilement. Donc, ce que vous venez de dire, c'est qu'il fallait s'adresser à des gens qui mutualisaient, et finalement, des petites rivières, ça fait un grand fleuve plus facilement. Ok. Et ça évite du jour au lendemain d'avoir une surprise comme celle-là. Maintenant, si on regarde aujourd'hui, 2018, même question que posée tout à l'heure, qu'est-ce que vous auriez fait différemment au moment où vous avez été jusqu'au moment de vous planter, cette partie-là, qu'est-ce que vous auriez fait différemment en sachant tout ce que vous avez vécu après? L'équipe. On a beau dire, je pourrais dire que c'est de la faute du business angel, je pourrais dire que c'est de la faute des présidentielles, je pourrais dire que c'est de la faute
je me suis mal associé. Je me suis associé... c'était peut-être moi le mauvais associé, on ne saura jamais. Mais je me suis associé avec 2 personnes qui n'ont jamais voulu passer à plein temps. Et quand on monte une boîte à 23 ans, et qu'on n'est pas prêt à passer à plein temps, c'est qu'on s'est trompé de personne en fait. Et ça, j'ai mis beaucoup de temps à le... en fait, je m'en suis rendu compte après, quoi. Et pourtant, on m'a dit beaucoup de fois, tes associés, c'est de la merde. On m'a dit beaucoup de fois, il faudrait que tu te sépares de telle et telle personne. Et en vrai, maintenant que je me suis planté, on me l'a dit un an et demi avant que ça arrive, et je me dis que peut-être que... Et aujourd'hui, comment vous avez rebondi? Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Dernière question de ma part, et ensuite je voudrais que vous posiez les questions que vous voudriez. Qu'est-ce que vous faites 3 ans après? Quel est votre projet professionnel? Qu'est-ce qui se passe pour toi? Alors moi je suis totalement épanoui aujourd'hui. Déjà parce que ma copine, elle m'a beaucoup aidé à faire le deuil de Vinylite. C'est une fille superbe. Voilà, je voulais juste... ensuite, je suis allé à Cuba pendant 3 semaines aussi. C'était super. Fumer des gros cigares et boire des gros cocktails. Je vous conseille aussi en période de dépression, ça change les idées. En fait, Vinylite, ça m'a permis... Aujourd'hui, je travaille, je suis en train de monter un label, une maison de production, d'édition et de management avec l'ancien directeur d'Universal Music Afrique. On a aujourd'hui, ce matin, avant de venir, signé notre premier artiste en contrat d'enregistrement exclusif, qui est une artiste assez connue, dont je ne peux pas encore dire le nom, mais ça va cartonner. Et donc aujourd'hui, je suis éditeur, je me spécialise dans les droits d'édition et dans le management d'artistes, la gestion de carrière d'artistes, qu'ils soient auteurs, compositeurs ou interprètes. Et j'ai obtenu ce job grâce à Vinylite. Voilà. C'est tout. Non, mais ah ouais. Donc je vais vous le faire de manière visuelle. Vinylite est ici, il a fait vers le projet suivant, il a fait un bridge énorme et il s'est servi de toute son expérience pour arriver là où il en est aujourd'hui, parce que ça va marcher, ça va exploser, ça va déchirer et il n'y aura pas de business angels qui vont le planter. Donc question pour vous. Sébastien. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu es si sûr que ça a marché alors que quand tu t'es planté, tu es sûr? Donc la question de Sébastien. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, 5 jours avant de signer le contrat, de la même façon qu'il y a 4 ans, tu es si sûr que ça va réussir comme tu l'étais il y a 4 ans quand tu t'es planté avec le Business Angels? Tout simplement parce que parce que je bosse avec un senior qui a beaucoup plus d'expérience, beaucoup plus de moyens financiers et beaucoup plus de réseaux, et qui sait très bien s'entourer parce qu'il prend que des jeunes qui sont des tueurs. Non, voilà, en fait, il apporte... moi, ce qui m'a manqué, au final, on était très bons pendant un an et demi. Après coup, on se rend compte que c'est les périodes où on était accompagnés. On se disait, ouais, les mecs de l'incubateur... Et en fait, ça sert à fond. Et on n'a plus été accompagnés, on s'est planté. Donc, est-ce qu'il y a un lien de cause à effet? Je ne sais pas. Mais là, la boîte, elle est dirigée par quelqu'un de très expérimenté, qui a déjà monté plusieurs labels par le passé, qui a bossé pour Universal pendant 15 ans, et il se dit c'est le moment pour les indés de lancer. En ce moment, c'est la balance dans la musique, le pouvoir est pour les indés en train de monter, et il s'est dit pour moi c'est maintenant que je dois lancer mon label. Est-ce que tu veux le faire avec moi? Je lui ai dit oui. Comment il s'appelle le label? Comment s'appelle le label? La société s'appelle BLZ. Et voilà. Blz. Une autre question, une dernière question dans la salle, monsieur? Honnêtement, qu'est-ce que ça fait de se lancer contre de grosses entreprises, de gros investisseurs, de grands créateurs, quand on est une petite start-up? La question c'est, qu'est-ce que ça fait de se lancer contre de grandes sociétés lorsqu'on est une toute petite start-up? En fait, il faut pas se dire que tu es contre elles, déjà. Parce que, par exemple, dans la musique, si tu te lances contre les majors, et je me rappelle
il y a 3 ans et demi, 4 ans, j'ai fait mon premier pitch, pas ici, mais à Cowork, où je disais que c'était un service où on accepterait, on bosserait jamais avec les majors. Et c'était peut-être la phrase la plus con que j'ai jamais dite. Parce que, en fait, il faut pas se dire. Si c'est devenu les plus gros, si c'est devenu les plus forts, c'est forcément qu'ils sont forts. Et c'est plutôt comment je vais faire les choses différemment, comment je vais prendre le bien de ce que ces structures-là font, et comment moi je vais apporter ma touche et me différencier. Mais il n'y a pas les méchants et les gentils. Hein. En tout cas, dans la musique, c'est un écosystème où tu peux pas dire que ceux-là sont méchants, ceux-là sont gentils. Tu es obligé de bosser avec tout le monde. Merci. Donc je voudrais une standing ovation pour ton intervention aujourd'hui parce que c'est courageux de parler comme ça en rebondissant. Et donc j'invite notre prochain interviewé, duo, à venir. Qu'est-ce que c'est que cette photo? Timothée. Merci. Elle te plaît pas la photo? Bon, c'était il y a quelques années. Bonjour à tous. Salut Timothée. Salut Steph. Alors, je suis ravie que tu sois avec nous aujourd'hui. Merci d'être là. Et ça fait quelques années qu'on se connaît puisqu'on était de la même promo à Grenoble École de Management. Et déjà à l'époque, tu avais une âme d'entrepreneur. Et tu as créé, en fait, ce soir, tu as décidé de nous parler d'une entreprise que tu as créée qui s'appelle donc WineMe. WineMe, pour faire très simple, et tu m'excuseras le pitch peut-être de travers, hein, mais l'idée c'est que vous vous abonnez sur WineMe et vous recevez tous les mois une box de 2 ou 3 bouteilles de vin. Donc c'est une start-up que tu as créée à Genève, qui est présente aujourd'hui dans 7 pays. Et puis, en fait, il y a eu plantage. Il y a eu plantage de WineMe, alors qu'en fait, tu avais déjà créé 2 sociétés avant ça. Et dans ce que tu m'as dit, le plantage vient notamment des... Enfin, ça a pris naissance dans la phase de création de l'entreprise et pendant cette phase de lune de miel avec les investisseurs. Donc en particulier, tu vas nous parler de la lune de miel avec les investisseurs et pourquoi potentiellement ça prend fin parfois. Merci Steph. Je suis ravi d'être là à Grenoble ce soir. D'abord, ça fait 9 ans que j'y étais pas retourné. Donc je vis entre Genève et Berlin, puisque la société a un bureau, WineMe a un bureau à Genève et un bureau à Berlin. J'en parle au présent parce que la société n'est pas morte, donc contrairement aux autres, je ne l'ai pas liquidée, mais vous allez voir que c'est pas beaucoup mieux. La première chose, c'est que la société est créée en 2013, donc aujourd'hui elle va bientôt fêter ses 5 ans. Les 2 premières années, on a créé une société qui est devenue assez rapidement leader sur son marché en Suisse. C'est effectivement une box de vin, comme vous connaissez sans doute le petit ballon pour certains d'entre vous. Le twist était qu'il y a eu toute une partie d'apprentissage et l'idée c'était de mettre tout le monde au vin avec une série de cours en ligne qui sont liés à chacune des bouteilles et l'idée c'était de devenir un connaisseur à peu près en 6 mois. Ensuite on a développé plein d'autres produits tout autour qui ont tous cartonné sauf le business model d'origine. Mais en 2015 on essaye de faire une levée de fonds auprès d'un très grand groupe qui fait un peu plus d'1 milliard de chiffre d'affaires. Tout se passe très bien, on est prêt à signer, tout arrive, je pars même en vacances parce que j'étais sûr que la signature allait arriver. Bien évidemment, je reçois un coup de fil où la personne me dit « Bah écoute, on doit signer demain quand tu reviens, mais en fait on va pas signer, on a acheté une société qui produit du vin avec des bonnes vieilles bouteilles, c'est un truc beaucoup plus sûr, on va pas acheter une start-up en fait. » Sauf qu'on avait déjà bien engagé des gens, on avait déjà bien engagé des budgets, et donc on était vraiment dans la merde. La suite logique, c'est qu'on a été obligé de trouver en catastrophe d'autres investisseurs. Et on a fait ça en 2 mois. Boucler une levée de fonds en 2 mois, pour ceux qui ne le savent pas, c'est de l'ordre de l'impossible, parce qu'en général, il faut compter entre 6 et 9 mois. Il ne faut pas se leurrer, personne n'est plus malin que les autres, c'est toujours 6 ou 9 mois. Ensuite, ces 2 investisseurs-là, c'était 2 marchands de vin. Jusque-là, on se dit, c'est plutôt logique, bonne assise financière, possibilité de réinvestir, et ça commence bien. Et donc effectivement, comme Steph vient de le dire, il y a une lune de miel qui s'installe, qui est valable grosso modo avec tous les investisseurs. WineMe, c'était ma 2e entreprise, depuis j'en ai créé 2 nouvelles, on va peut-être venir après là-dessus. Mais en gros, pendant 6 mois, tout se passe bien. Quel que soit le rapport financier que vous faites, tout est bien. Et donc du coup, en fait, les conseils d'administration ressemblent à une espèce de cours de récréation, parce qu'en général, au lieu de parler de ce qui est vraiment important en termes de stratégie, justement au moment où il y a les fonds,
et ben en fait on parle de la pluie, du beau temps, des restaurateurs en Suisse, etc. Et puis après 6 mois, se passe ce qui devait se passer. Évidemment, l'argent qui avait été investi pour refaire totalement le site web et avec un nouvel ERP, quelque chose d'assez coûteux, puisqu'on venait d'ouvrir 6 autres pays, donc on avait besoin de gérer l'ensemble des stocks en parallèle dans tous les autres pays, etc. Et puis là, évidemment, le projet, comme tous les projets web, a pris du retard. Et ce retard, eh ben, il fallait le prévoir. Et il aurait pu totalement être prévu, et simplement, je l'ai très mal communiqué au conseil d'administration à plusieurs reprises. Et donc du coup, une fois que le projet était terminé, il avait 7 à 8 mois de retard, donc le business plan, globalement, 7 à 8 mois de retard en même temps. Et tout ce temps que j'avais pris à développer le site web, parce que c'était moi qui m'en occupais aussi avec l'équipe de dev, c'est tout le temps que je n'avais pas passé à vendre. Et donc du coup, évidemment, les résultats financiers étaient pas bons, et j'avais mal prévenu mon auditoire. Donc ça, c'était le début peut-être de la fin. Qu'est-ce qui s'est passé après pour WineMe et toi, comment tu t'es positionné du coup? Alors c'est un peu là que le sport commence. L'idée c'est que c'était assez logique finalement, on avait brûlé l'investissement pour faire exactement ce qu'on avait prévu de faire, mais on avait 8 mois de retard sur le business plan, donc forcément ça se ressentait un petit peu. En revanche, ce que je n'avais pas prévu du tout, c'est que j'avais fait monter mon associé qui était directeur des opérations, on appelle ça COO, et j'étais directeur de la société. Et je l'avais fait monter à un niveau quasiment de co-directeur de la société parce que je m'occupais de beaucoup de choses et qu'il fallait que je délègue un maximum de choses pendant le temps où justement je m'occupais du produit qui avait pris du retard. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que mon associé a pris de plus en plus de place aussi dans la société et il m'a demandé à plusieurs reprises d'arrêter certains des produits ou certaines des tests marketing qu'on faisait sans pour autant proposer de solution. Je lui disais, il n'y a pas de souci, mais propose-moi une solution alternative. Et au final, je me souviens, j'étais en train de monter un meuble Ikea à Berlin à ce moment-là et il m'appelle, c'était en fin janvier 2017, de l'année qui vient de s'écouler, et il me dit, Tim, j'ai plus envie de travailler avec toi. Je vais présenter un plan alternatif au conseil d'administration qui était prévu 2 jours plus tard. Et puis, je veux que ça se finisse entre nous, il faut qu'il y en ait un des deux qui parte. Donc là, je lui dis, écoute, c'est tout à fait ton droit, et franchement, je préférerais que ton plan soit meilleur que le mien, et puis qu'à la limite, tu prennes ma place, parce que si tu vois mieux les choses, tu as une meilleure vision que moi, c'est notre bébé après tout, et puis, voilà, que le meilleur gagne. Évidemment, avec le conseil d'administration, les investisseurs ne s'attendaient pas du tout à ça, en plus. Et donc, du coup, les investisseurs, très malins, disent on va trouver un compromis. Alors, le compromis, c'était le suivant. Mon associé, qui s'appelle Fred, va prendre la tête de la société suisse, qui est la plus grosse structure dans laquelle il y avait effectivement tous les employés. Et puis toi, Tim, tu vas partir sur la structure allemande, mais tu vas sans salaire, parce qu'il n'y a pas de revenus là-bas, encore. Tu vas sans équipe, puis tu vas sans investissement. Mais on compte sur toi. T'es un mec génial. Là, je les regarde, je leur dis, mais votre compromis, c'est tout pourri. Et donc, du coup, qu'est-ce qui advient? J'essaie de me battre, j'essaie de prendre un petit peu de conseils auprès de plusieurs personnes. Point important à noter d'ailleurs, j'avais pas de mentor à l'époque. C'est une énorme faute professionnelle, surtout quand on est 2 fois, voire 3 fois entrepreneur, de toujours pas avoir de mentor. C'est extrêmement important, je le redis là. Bref, j'ai quand même réussi à me faire conseiller, et au final, c'est ma copine qui m'a aidé à trancher en disant « Mais Tim, c'est une opportunité, t'en peux plus, ça fait 4 ans que tu travailles 120 heures par semaine, ça n'a aucun sens, et puis en plus tout le monde te met des coups de couteau dans le dos. » Je dis « Ok, puisque c'est comme ça, je démissionne. » Et donc j'ai démissionné de l'entreprise que j'avais fondée, en leur disant débrouillez-vous, votre compromis ça peut pas marcher, et puis je suis pas sûr que mon associé soit forcément la bonne personne pour gérer une entreprise. Par contre, c'est un excellent directeur des opérations, et c'était quelqu'un avec qui je m'entendais personnellement très bien. D'ailleurs, on s'entend toujours personnellement très bien, ce qui est un peu étrange. Et là commencent des choses intéressantes. En fait, ce qui s'est passé, tout simplement, c'est que après 15 jours de vacances, entre guillemets, sachant que j'avais quand même une période de préavis, je suis revenu en leur disant, écoutez les gars, en fait, il y a mon nom partout sur la société allemande, sur toutes les sociétés du groupe, parce qu'aujourd'hui il y a une holding avec plusieurs sociétés, etc. Et puis je peux pas vous laisser faire n'importe quoi, parce qu'en Allemagne, la différence c'est que c'est pénal quand il y a du mauvais management. Donc en fait, je continue à m'occuper des opérations en Allemagne, même si je suis pas payé, de toute façon c'est toujours pour valoriser le groupe, on trouvera bien une solution à terme. Énorme erreur,
Énorme erreur, travailler gratuitement pour des associés qui vous ont mis un coup de couteau dans le dos, c'est pas top, pas forcément recommandé. Et donc, je continue à gérer la société, on arrive à générer un peu de profit en revenant des stocks, etc. Puis arrive le mois de septembre, mais en fait, le profit que j'arrivais à générer de la société, qui était une société en naissance, en fait, était inférieur à sa capacité à rembourser des dettes qui avaient été contractées auparavant. Donc arrive ce qui arrive, la société est vraiment en cessation de paiement. Et j'avertis tout le conseil d'administration en disant, bah voilà, la société est en cessation de paiement, qu'est-ce qu'on fait? Moi j'ai l'obligation légale de la liquider et d'annoncer ça aux autorités allemandes. Puis ils rigolent pas avec ça. Et là ils me disent, non, mais attends, on va faire un conseil d'administration, t'inquiète pas, on va réinvestir. Je dis ok, j'attends 1 mois pour avoir le conseil d'administration. Le délai légal en Allemagne c'est 3 semaines. Et donc on fait le conseil d'administration, évidemment au conseil d'administration ils me disent, bah non en fait on va pas réinvestir, personne ne veut réinvestir, tu te débrouilles, tu fermes la société. Puis à la fin du conseil d'administration, une fois que certains des investisseurs étaient partis, ils me disent mais en fait non, on a une meilleure idée. Tu peux négocier la dette avec tous les créanciers, et puis si tu y arrives, ben, du coup la société elle est sauvée. Je me dis de toute façon qu'est-ce que j'ai à perdre, puisque maintenant je suis hors la loi. Alors qu'à cela ne tienne, je leur dis bon bah ok, je vais négocier la dette avec, il y avait une quinzaine de créanciers pour un montant total qui devait faire, c'était pas énorme, ça devait faire 60 000 €, quelque chose comme ça. Et puis là, je leur demande le prix auquel ils sont prêts à racheter les stocks du coup de la société allemande pour les retransférer à la société suisse, parce que c'était le deal qui avait été convenu. Puis pendant 1 mois, il y a une tergiversation qui s'installe et il y a une personne qui s'installe entre l'ensemble des investisseurs et moi, qui fait en fait le messager entre tous les investisseurs qui commencent à être sérieusement énervés du fait que apparemment je leur posais des problèmes. Et puis ce messager, il comprend vraiment rien du tout de ce que je lui explique à chaque fois, et puis du coup ça prend un temps infini. Bref, au bout d'1 mois, j'envoie un mail à tout le monde en leur disant écoutez, ça suffit, je veux plus parler à ce mec. Je ne veux plus lui parler, je veux plus lui adresser la parole, on se parle directement, on règle les trucs. J'ai pris mon téléphone, j'ai appelé un des investisseurs le plus important et je lui ai dit bon, à quel prix on rachète ces stocks? Là il m'engueule en me disant que je fais n'importe quoi, que j'ai pris un avocat, etc. en Allemagne pour gérer la faillite alors qu'il n'y en avait pas besoin. Je lui ai dit bah ouais mais tu connais le droit allemand toi? Bah pas moi. Et donc du coup, il finit par se mettre d'accord en 24 heures le prix de rachat des stocks. Super, je prends mon téléphone, j'appelle les 15 créanciers au téléphone, de façon extrêmement personnelle en leur expliquant ce qu'il en est, soit la faillite, soit ils acceptent une réduction de leur dette. Alors la réduction de dette qu'on leur a fait accepter, c'est 83%. Il fallait quand même s'accrocher pour leur faire avaler ça. Et au final, tout se passe bien. Ils acceptent tous. Ils ont tous fini par accepter, donc j'émets la facture depuis la société allemande vers la société suisse, que les investisseurs étaient censés régler pour racheter les stocks pour la société suisse. Et là, coup de théâtre, donc j'ai habité au Portugal à ce moment-là, j'ai passé 3 mois au Portugal pour décompresser un peu, puisque je pouvais faire ce n'importe quoi depuis n'importe où. Et là, les mecs m'appellent, un peu gênés quand même, et ils me disent, écoute Tim, en fait on va pas payer la facture. Comme ça on va pas payer la facture. Mais on va pas payer la facture, sauf si tu nous donnes toutes les actions que tu possèdes de la holding, gratuitement. Là, je leur dis, ça s'appelle quand même du chantage, t'es au courant? Non, pas vraiment, tu sais, si la société va pas bien, c'est quand même un peu de ta faute, etc. Je dis, ouais, mais ça fait quand même 7 mois que je suis parti de la société, tu vois. Et puis, je dis, bon, bah, qu'à cela ne tienne, je réfléchis à ta proposition, et puis, évidemment, je leur dis non, pas con. Et la chose plus importante, c'est que, du coup, comme je leur dis non, ils commencent à monter un petit peu dans les tours et qui commencent à me menacer de procès, etc. Je leur explique que c'est quand même évident qu'il s'agit de chantage, qu'ils avaient expliqué par écrit, par email, qu'ils étaient prêts à racheter l'ensemble des stocks, donc c'était un peu difficile pour eux. Et puis au final, on a fini par arriver à trouver un accord fin du mois de décembre, juste après Noël en fait, avant le jour de l'an, pour un certain rachat des actions. Sauf qu'aujourd'hui, tout ce méli-mélo a fait que l'ensemble des salariés ont voulu quitter le navire, que les investisseurs ne savent pas du tout où ils vont, que le nouveau CEO de l'entreprise suisse galère un petit peu à mener la barque, et franchement je le plains de temps en temps. Mais bref, ça a détruit l'ensemble de la société, alors que c'était des relations entre actionnaires, et que ça n'aurait jamais dû être le cas. Donc aujourd'hui, j'estime que c'est un vrai plantage, parce qu'en réalité, sauf tour de force, il va pas se passer grand-chose. Donc voilà pour la petite histoire. Merci pour le partage. Alors la salle a réagi à peu près comme moi à chaque fois.
Bref, je crois qu'on n'aurait pas été nombreux à vouloir être à ta place. Et je me dis que si j'avais été à ta place, moi j'aurais peut-être sombré. J'aurais peut-être complètement pété un câble à un moment donné. Je n'aurais pas réussi à m'en sortir. Qu'est-ce qui fait que, un, t'as a priori pas sombré, et deux, que t'arrives à prendre ce recul-là aujourd'hui? Alors la première chose, c'est que la démission, c'est moi qui l'ai choisie. Donc ça date du mois de mars. J'ai quitté officiellement la société en tant qu'employé directeur au 1er juin. La deuxième chose, c'est que j'ai été soutenu par mes proches, notamment ma copine, qui m'a fait comprendre que c'était une opportunité. La deuxième chose, et sans doute la plus importante, c'est que l'entrepreneuriat, c'est un virus. Donc en fait, quand on commence quelque chose, on continue, on a toujours envie de créer des trucs. Et donc au final, j'ai fini par créer, donc j'ai démissionné le fin mars, puis je me suis dit, tu vas quand même prendre 3 mois pour réfléchir, et j'ai pris 3 jours, et j'ai décidé de créer une nouvelle entreprise 3 jours après ma démission. À ce moment-là, c'était quand même vachement compliqué parce que ma société me devait un sacré paquet d'arriérés de salaire, presque 2 ans de salaire, parce que je ne m'étais pas payé pour pouvoir payer mon associé en fait, avant moi, parce qu'il y a des problèmes financiers. Celui qui m'a... Et l'idée, c'est qu'en fait, j'ai créé cette société, que ça m'a aidé à remonter immédiatement. Point de vue personnel, je suis allé passer 10 jours dans un monastère Vipassana. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est de la méditation en silence. Ça faisait beaucoup de bien. Et puis ensuite, je me suis focalisé sur mon nouveau projet qui était en parallèle du coup de la gestion de la société allemande qui était elle-même en faillite. Mais au moins, j'avais quelque chose et j'avais une ligne directrice pour m'y tenir. Et aujourd'hui, j'ai créé une deuxième société en plus de ça qui me donne une deuxième ligne directrice et qui me fait dire ne t'embarrasse pas avec ce genre de choses. Même si tu vas y perdre ton ego, peut-être face à tes investisseurs qui veulent toujours tes actions à zéro, mais au moins sors tes cartes de ce jeu parce que tu contrôles plus le jeu. Et j'ai un leitmotiv dans la vie, et je pense que ça c'est un de mes conseils personnels à tous les entrepreneurs. Si tu peux rien y faire, ne t'en soucie pas. Si tu peux y faire quelque chose, vas-y à fond. Et donc quand j'ai perdu la majorité au conseil d'administration, enfin à l'assemblée générale d'actionnaires, de toute façon je savais que je pouvais pas me battre. Ça ne servait à rien. C'était mathématique. Donc j'ai arrêté de m'en soucier et je suis passé à autre chose. Donc agis là où tu as le pouvoir. Mais sinon lâche l'affaire, quoi. Donc avant de laisser la parole à la salle, j'ai une dernière question pour toi. Aujourd'hui, tu as créé une nouvelle société, effectivement, tu as déjà rebondi. Donc celle dont on a parlé, c'est The Digital Agency, qui est un réseau de 40 entrepreneurs européens qui accompagnent les entreprises dès qu'elles font face à un challenge qui est lié à la croissance digitale, et qui est un business model innovant, qui est fondé sur la donation. Oui, j'ai bien appris, ouais, merci. De tes fails passés chez Wayne, qu'est-ce que tu réinjectes aujourd'hui pour éviter de refaire la même chose potentiellement avec The Digital Agency? Alors, il y a énormément de leçons que j'aurais pu tirer. Je me suis juste concentré sur cette histoire parce que elle était différente, je pensais, des autres aussi. Qu'elle parlait plus de conseil d'administration, de choses qui peuvent paraître un petit peu bizarres pour certains, mais très très concrètes à mon avis pour beaucoup d'entrepreneurs. La première chose, c'est que j'ai fait une erreur fondamentale dans la gestion de la société, c'est que j'ai fait des tests marketing sur beaucoup de canaux marketing, à peu près 85 je crois, beaucoup trop nombreux, pas assez ciblés, avec des résultats qui étaient parfois biaisés. Enfin, je ne veux pas rentrer dans les détails du marketing, mais ça a été une vraie erreur de ma part. Aujourd'hui, je conseille énormément de sociétés en digital marketing, donc voilà, tous ces canaux-là qui sont en train de tester, je les connais, je les ai testés moi-même aussi, et ça aide beaucoup pour ça. La deuxième chose, c'est la résilience. C'est Julien qui en a parlé. C'est extrêmement important. Quand on crée une société, on se plante. Par définition, on se plante. Puisqu'en fait, on fait tous les métiers du monde en même temps, beaucoup trop vite. Donc, par définition, il y a un truc qui déjà fait que, en fait, au quotidien, ou presque au quotidien, on se plante. On a des mini-échecs. Alors, les mini-échecs au niveau du business model, au niveau des pivots, passent encore. Les échecs les plus difficiles, c'est les échecs humains. C'est extrêmement compliqué de gérer des humains. C'est une science inexacte. C'est quelque chose, j'ai l'impression que l'expérience nous apprend énormément. Par contre, on continue parfois à faire les mêmes erreurs. Et la chose la plus importante que j'ai appris de toute cette aventure, c'est qu'être entrepreneur, c'est un voyage et qu'il faut profiter du voyage. C'est-à-dire que si votre but, c'est de devenir riche et d'avoir votre premier million, vous pouvez être sûr que dès que vous aurez votre premier million, vous en voudrez 10. Et qu'en fait, vous êtes en permanence projeté dans des choses qui sont futures et vous ne serez jamais satisfait.
Donc en fait, c'est vraiment l'aventure qui compte. Qu'est-ce que vous êtes capable de retenir? Qu'est-ce que vous y avez appris? Et c'est ça qui fait les vrais bons entrepreneurs, en tout cas que j'ai rencontrés autour de moi, avec qui je me suis associé dans The Digital Agency. Donc c'est vraiment fondamental. Ne faites pas une entreprise pour les mauvaises raisons. Si vous voulez être connu parce que c'est cool de créer des startups, mauvaise idée. Si vous voulez revendre votre société avant de l'avoir créée, pour être riche, très mauvaise idée. Et si vous voulez simplement gagner de l'argent pour faire votre société, je vous garantis qu'il y a des postes qui sont beaucoup plus rémunérateurs. Croyez-moi, j'ai vendu des sociétés, j'en ai planté, comme celle de Wayme, on va dire, d'autres. J'en ai vendu pour d'autres gens, et c'est pas le meilleur moyen de devenir riche que de créer une entreprise. Par contre, c'est le meilleur moyen d'apprendre. C'est incroyable ce qu'on peut apprendre. Je dis que les entrepreneurs, c'est comme les chats. Vous avez 7 vies parce qu'en gros, vous faites 7 métiers à la fois. Voilà. Donc, travaille les relations humaines et profite du voyage. C'est le message. Ça marche. Alors, quelles sont vos questions pour Tim? Oui. J'ai entendu dans ta vie d'avant, souvent tu as eu des signaux tout pourris, les dangers, tout ça, un peu négatifs. Souvent, tu as dit, ouais, c'est pourri, la situation n'est pas bonne, mon investisseur m'a planté. Qu'est-ce qui te ferait dans ta nouvelle société, quand tu vois ces signaux-là, pour quelles raisons tu prendrais d'autres décisions? Donc la question, c'est, il y a eu plein de signaux faibles, finalement, dont tu as parlé, genre mon investisseur va me planter, etc. Qu'est-ce qui ferait qu'aujourd'hui, tu les écouterais, ces signaux faibles? Qu'ils soient en Portugal, Berlin Encore une fois, quand on prend de l'expérience en tant qu'entrepreneur, on apprend effectivement à écouter beaucoup plus d'abord son marché. C'est la première chose. Je vous conseille de tester tout ce que vous faites. Vos hypothèses en général sont les mauvaises. Désolé. La deuxième chose, et du coup, quand on apprend ça, on est capable d'être beaucoup plus à l'écoute de ces signaux faibles. La deuxième chose, c'est comment est-ce qu'on écoute les gens. C'est Julien qui l'a dit ou c'est Pierre, je sais plus, qui a dit qu'on était amoureux de son produit au départ. Et effectivement, c'est très compliqué pour un entrepreneur d'écouter les changements sur son produit. Et effectivement, la deuxième étape dans une entreprise, c'est quand on commence à monétiser, à créer son business model, parce que c'est ça qui compte à la fin. C'est ça qui paye vos salaires et celui de vos employés. Du coup, là, on écoute un peu plus quand il s'agit d'argent. En fait, on écoute d'une oreille distraite. Et la capacité, je pense, c'est à la fois de s'entourer de bonnes personnes. Un bon conseil, c'est quand vous créez une société qui a une envergure internationale, essayez de mettre ce qu'on appelle en place un advisory board, un conseil de surveillance, si on veut, un comité de pilotage, voilà, cherchez le mot en français. Et ça va vraiment déjà vous aider à avoir des vrais avis de gens qui connaissent vraiment votre business. Puisque moi, je le redis, mais le conseil d'administration, c'était la cour de récréation. C'est-à-dire que j'arrivais avec un agenda aux petits oignons, puis ça partait dans tous les sens, et on parlait jamais de stratégie. Vous avez besoin de gens, de vous entourer de gens qui vont challenger en permanence vos stratégies. Parce qu'en général, vous faites fausse route. Voilà. Donc soit c'est le marché, soit c'est des personnes qui vont vous faire avoir ces signaux faibles. Votre capacité à écouter, elle vient de votre capacité à mettre votre ego de côté. Et je pense qu'il n'y a pas de recette miracle. Et que les bons entrepreneurs sont ceux qui ont créé leur société pour les bonnes raisons et qui du coup ont mis leur ego du bon côté. Donc écoute les gens compétents qui peuvent t'aider. Il y a une phrase d'Épictète qui est que nous avons 2 oreilles et une bouche. C'est fait pour s'en servir dans ses proportions. J'ai l'impression que ça peut éclairer. Une autre question? Oui. Du coup, moi, ce que je demandais, c'est par rapport du coup, au fait que vous avez fait des études dans le domaine du management et que vous y connaissiez, est-ce que pour vous, le plus important, c'est déjà de se concentrer sur la préparation, la compréhension de ce que vous créez, ou de bosser, de développer son idée avant de pouvoir faire les étapes primordiales? Donc est-ce que la question c'est tu pensais à créer pendant tes études, est-ce qu'il vaut mieux étudier ou est-ce qu'il vaut mieux déjà créer? Est-ce que c'est ça ou pas? Ouais. C'est ça la question? Ouais. Faut étudier. Tous ceux qui vous disent oui ça remplace l'école, gna gna gna, ouais, non. D'abord parce que vous avez 80% de chances de vous planter, donc un diplôme ça peut vous servir à rebondir en tant qu'employé. Parce que quand vos finances sont vraiment à sec, c'est compliqué de se relancer. Il existe des moyens, mais ça peut être extrêmement compliqué. Moi, j'ai pas été accompagné, j'ai pas eu cette chance. En plus, la faillite était internationale, donc c'est assez douloureux quand on comprend même pas la langue des courriers que vous recevez. Et puis, si je comprends, je parle allemand, mais c'est vraiment n'importe quoi l'allemand administratif.
Et du coup, je conseille d'étudier. Et la deuxième chose, si j'ai bien compris ta question, parce que j'ai l'impression que c'était légèrement différent, est-ce qu'il vaut mieux étudier le business model avant? Dans tous les cas, je conseille une entreprise, c'est tout simplement un besoin et puis une réponse. Donc il faut tester ce besoin et cette réponse. Vous n'avez pas besoin d'avoir une entreprise pour ça. Vous n'avez pas besoin d'avoir une structure d'entreprise pour ça. Vous n'avez même pas besoin d'avoir un nom ou un logo. Vous avez juste besoin d'aller voir des gens, leur parler de votre solution, et à la limite, vous mettez un papier sur la table. Est-ce que tu signes là pour ce montant-là? C'est simple, une entreprise, après tout. Et ensuite, vous pourrez évoluer, et de toute façon, elle va évoluer. Voilà. Une dernière question? Cuba. T'as dit quoi, Philippe? T'iras à Cuba. Est-ce que tu iras à Cuba? Il y en a une dernière vraie, là, je crois. Qu'est-ce qui fait que ça n'a pas marché dans l'entreprise? Est-ce que c'était le produit qui n'était pas bon? C'était pas bien ciblé vers les personnes? C'est vrai qu'il n'y avait pas assez d'argent dans votre entreprise, c'est ça? Donc d'où est-ce que ça venait l'échec? Est-ce que c'était d'un point de vue, voilà, est-ce que c'était le produit qui n'était pas bon? Est-ce que c'était le marketing qui était ciblé? Non, c'est un truc. Finalement, s'il y avait une source d'échec à donner, tu retiendrais quoi? Le chantage. La capacité de concentration. C'est-à-dire qu'on a fait 2 erreurs fondamentales. J'en profite, j'en mets 2 au lieu d'une. Mais en fait, on a mis beaucoup de budget marketing pour tester des canaux de vente qui se sont révélés pour certains incapables de croître mais avec un bon rendement, et pour d'autres très capables de croître mais avec un mauvais rendement, c'est-à-dire un coût d'acquisition client qui était trop élevé. Et au final, quand on a un peu compris les canaux qui marchaient mais qui étaient longs à développer, et ben, au lieu d'investir massivement dessus, à chaque fois j'écoutais mon associé ou les investisseurs qui me disaient non, tu coupes tout, et puis on va trouver une autre solution pour grandir d'une autre manière. En fait, on a fait énormément de on va en avant, on va en arrière, on va en avant, on va en arrière. Pour vous donner un exemple, on a ouvert l'international 2 fois et fermé 2 fois. Voilà. 6 pays, ouvert 2 fois, fermé 2 fois. C'était pas mal de travail pour rien. Merci Tim pour ta sincérité. Et je vais laisser la parole à Eric. Et effectivement, à Audrey et Jérôme, que je vous laisse applaudir, effectivement. Je sépare pas les couples. Ok. Bon, Audrey, Jérôme, c'est dur parce que vous êtes la seule chose qui sépare l'auditoire du buffet. Donc beaucoup de pression, et en plus vous êtes 2. On va pas parler beaucoup pour ce cas. Moi, ce que j'aimerais pour commencer, c'est tout simple quand même, c'est de vous présenter un peu et puis de nous dire Trocoris, qu'est-ce que c'est? Bonsoir à tous. Alors moi je m'appelle Audrey, j'ai 27 ans et j'ai fait l'école de commerce de Grenoble, comme Pierre tout à l'heure. En dernière année j'ai fait le master spécialisé entrepreneur et pendant cette année on était 5 à travailler sur l'idée de Trocoris. Est-ce qu'on allait le faire, est-ce qu'on allait pas le faire finalement? On a décidé de se lancer en 2014, donc on a créé Trocoris, une plateforme de troc d'objets et de services entre particuliers, avec une particularité, une monnaie d'échange, le Coris, pour simplifier les échanges. Je te passe la parole pour la suite. Donc Jérôme Guillemin, j'ai le même parcours qu'Audrey, donc je vais passer, comme ça on sera plus rapidement plus fait. Donc pour reprendre la suite de l'histoire de Trocoris, donc on a créé en effet en 2014, on a avancé, on a pas mal été accompagné au départ par Incubagem, ensuite on a été incubé également donc sur l'aspect ESS, donc économie sociale et solidaire de notre projet, par Entropia et SEC, donc une autre école de commerce, et enfin par Réseau Entreprendre, donc financièrement nous en tant que porteurs de projet, et également bien sûr humainement, et ce qui nous a beaucoup aidé aussi sur la fin de l'histoire. Et on a on s'est planté très récemment, on est liquidé officiellement, enfin pas encore, du coup on est en cours de liquidation pardon, depuis le 22 novembre 2017, donc c'est très très récent. Voilà.
Ok, merci. Donc au début, vous commencez à lancer le projet, vous êtes accompagné, vous avez pas mal d'accompagnement, c'est ce que j'entends en tout cas, vous êtes loin d'être tout seul. Vous avez commencé forcément par rencontrer un certain nombre de premiers succès, des trucs qui vous ont donné la patate. C'est difficile comme question parce que pour l'instant je vois beaucoup de choses négatives. Au tout départ, l'incubation de GEM, ça a été ce qui nous a lancé, nous donnait l'envie de continuer l'aventure. Ensuite, Réseau Entreprendre, parce que c'était une énorme étape. On a travaillé plus de 6 mois sur l'acceptation de notre dossier. Et puis on a eu un comité de sélection très nombreux et avec beaucoup de questions très intenses. Et on est passé à l'étape suivante. Et puis après, il y a eu différents concours. Et puis le passage à l'ESSEC, c'était aussi une belle étape. Donc pas mal de belles réussites. Peut-être au niveau des chiffres, des petits paliers, tu as des petites choses à... 30 000 utilisateurs, 5 000 trocs, plus de 5 000 trocs effectués. Voilà, il y a des chiffres qui sont en effet plutôt bons, mais voilà, avec quand même un résultat à la fin qui est celui-là, celui de s'arrêter. Ok, donc vous avez ces premiers chiffres, cette première traction, oui. Et ensuite l'enjeu c'est de financer la société. Donc à ce moment-là, vous commencez à aller frapper à quelques guichets. Et vous avez des réponses positives en plus. Vous nous dites ? Alors sur la partie financement, on a commencé donc avant même la première étape, la première création du site web, par une campagne de crowdfunding, donc là toute simple, KissKissBankBank, donc sur de la donation. Ça nous a permis de récolter les tout premiers fonds. Ensuite, on est passé, donc la démarche Réseau Entreprendre étant assez longue, mais en même temps très intéressante, on l'a tout de suite enchaîné, même avant la création du site. Ça nous a permis d'avoir donc l'accompagnement Réseau Entreprendre, l'emprunt bancaire qui est lié à l'accompagnement Réseau Entreprendre. Ensuite, on a été accompagné par la BPI sur toute la partie innovation du projet. Donc l'innovation, il y avait de l'innovation d'usage avec la monnaie, qui était une monnaie alternative, mais également technique avec des algorithmes sur notre site qui permettaient un peu à l'image des sites de rencontre de rapprocher des troqueurs au profil identique. Voilà. Donc on a eu, en tout, ça représente 350 000 € à peu près au total sur toute la durée de la structure. En sachant que la dernière subvention qu'on a eue, oui, parce que en fait justement la raison pour laquelle on a arrêté, c'est la durée assez longue d'une subvention qu'on a obtenue en décembre 2016 et qui n'est jamais arrivée, qui devait arriver en janvier 2017 et qui n'est jamais arrivée. 250 000 €. Donc on avait lancé pas mal de plans, si vous voulez, sur 2017. Qui ont été tout de suite coupés en fait. Donc voilà. Du coup, pour rebondir là-dessus, parce que ça fait sens, tu me coupes si c'est trop long. Justement, on n'a pas eu ces 150 000 €, mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'était prévu dans notre package de levée de fonds. Donc finalement, nous, on a loupé la première marche, notre première levée de fonds, puisqu'on avait intégré ces 150 000 € en effet levier au package total. Et donc quand vous allez voir vos investisseurs potentiels et que vous leur dites que finalement le package total ne sera pas suivi, ils font la grimace. Et donc du coup, voilà, on a planté et on a décidé finalement de fermer. C'était une prise de décision aussi d'arrêter. Ok, donc très clairement, vous avez dit, regardez, il y aura un bel effet de levier, et puis quelques mois après, vous avez rappelé les gens qui vous avaient dit, bah ouais, on est prêt à venir, mais bon, vas-y, confirme-moi quand même. Vous les avez appelés, puis vous leur avez dit, bah finalement, non, il n'y aura pas d'effet de levier. C'est ça que je comprends. Quand est-ce que vous avez réalisé que peut-être il fallait arrêter d'attendre les délais de paiement de l'administration ? Au mois de juin, on va dire que le moral était au plus bas. Et on s'est dit, bon, il faut vraiment qu'on pense à si on continue ou pas, qu'on relance le ministère de l'Environnement, pour ne pas le citer. Et c'est à ce moment-là où on s'est dit, bon, dans quelques mois, s'il n'y a pas de changement, on arrête, puisqu'en fait, en plan B, il y en avait difficilement d'autres. Parce qu'en plus, la difficulté, c'est qu'on est quand même sur un modèle web de communauté, donc au niveau du modèle de rémunération qui est quand même assez compliqué. Et donc oui, mois de juin, c'était vraiment là où on était au plus bas. Je rajouterais juste que heureusement, en fait,
La décision, en effet, elle a été prise au mois de juin. Par contre, heureusement qu'on a eu notre accompagnateur Raison d'entreprendre, parce que je pense qu'on était 2 personnes très optimistes de base, avec beaucoup de résilience, justement, et que, honnêtement, je pense que s'il avait fallu vendre tout ce qu'on avait, même si on n'a pas grand-chose, on l'aurait fait pour continuer. Et en fait, on va dire, à froid, il nous a fait poser comme ça sur le papier, ça paraît pas grand-chose, mais une deadline, en disant si là vous n'avez pas cette subvention là, qu'est-ce que vous faites? Et on a posé cette date là et on s'y est tenu à 1 mois après. Voilà. Ok, bravo. Je vais poser une question que ça se trouve elle sera posée, mais peut-être que personne n'osera la poser, donc je vais la poser moi parce que je peux me permettre. Vous êtes en couple, l'entreprise et à la ville. En juin, là, quand vous vous dites on va arrêter, Audrey devait se dire c'est ta faute, Jérôme, forcément, enfin, t'as fait n'importe quoi. Ou l'inverse. D'ailleurs, pourquoi t'as pas relancé le ministère? Et d'ailleurs, pourquoi on n'a pas mobilisé ces subventions? Le banquier, il avait ouvert une porte, tout ça, machin, mais ça a duré 10 jours, tout ça. Vous êtes mis sur la gueule? En plus, on est gueulard, alors ça aurait fait du bruit dans tout Grenoble. Non, on s'en est voulu à nous, on s'est pas rejeté la faute. Non, je pense que la création d'entreprise, finalement, ça nous a rendus plus forts. On avait déjà travaillé ensemble, donc on se connaissait très bien. Non, le fond du fond, c'est au moment de fermer, c'est les reins solides au niveau financier qui ne l'étaient pas. Et c'est aussi une compréhension totale de ce que vit l'autre, hein, la déprime, l'envie de regarder Netflix toute la journée, de rester au fond de son lit. Ça, c'est un point positif. L'aspect négatif, c'est, comme tu le disais toi, Pierre, d'avoir quelqu'un qui nous permet d'avoir un autre regard et de positiver un peu plus. Et en plus, Cuba, c'était très loin pour nous, parce qu'on était plutôt à moins 200 sur nos comptes respectifs. Donc voilà, c'était plus ça. Après, dans la création, cette complémentarité, cette confiance, c'était essentiel pour nous. Enfin, pour moi, en tout cas. Désolé, non, on ne s'est pas tabassé. Ok, enfin j'entends 2 choses. La première, c'est que si tu entreprends avec ton conjoint, il vaut mieux que ton conjoint soit riche. Et la deuxième, c'est que quand tu déprimes au fond de ton lit, si tu es avec ton conjoint, c'est mieux. Ouais. Ok. Donc en novembre, vous liquidez. C'était le 22 novembre. 22 novembre, vous allez au tribunal de commerce et ok. Qu'est-ce qui s'est passé après? Parce qu'on n'a pas parlé tellement de l'aspect pratique avec les autres camarades, mais concrètement, comment ça se passe? Comment ça se passe et puis comment vous le vivez quand vous rentrez le soir? À part vous bourrer la gueule, vous faites quoi? Moi, je vais laisser répondre Jérôme sur la partie des étapes. Moi, juste le moment qui m'a le plus marqué, où j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps, c'est à la sortie du tribunal de commerce. Ça me touche encore d'en parler. J'avais 3 juges en face de moi et je m'étais dit, c'est bon, je l'ai accepté, je vais pouvoir passer à autre chose, ça va être très rapide. Et on nous a demandé de descendre un peu le pitch de l'histoire de Trocoris. Et j'ai pas été capable de trop parler, j'ai laissé Jérôme parler parce que j'en étais pas capable. Et puis à la fin, le juge principal m'a dit mademoiselle, et je l'écoutais plus en fait, il m'a dit mademoiselle, la porte est très lourde derrière vous. Attendez, on va vous ouvrir. Et en fait, j'étais tellement dans il faut que je sorte de cette salle que j'ai ouvert la porte très violemment et je suis sortie. Et du coup, ça l'a fait rire parce que je pense que il s'est dit qu'à ce moment-là, j'étais plus du tout avec eux. Donc voilà, c'était 10 minutes top chrono de présentation et partir. Et c'était les 10 minutes les plus difficiles de ma vie. Donc sur le processus, en tout cas, nous, ça a été relativement simple. Un dossier, on a mis à peu près le temps de réunir toutes les pièces, 1 mois, je dirais 1 mois et demi. C'est le délai entre la deadline et la réelle prise de décision. Ensuite, après, donc on a déposé le dossier au tribunal. On a eu une date 1 semaine après. Donc là-dessus, pour le coup, j'ai trouvé ça, moi en tout cas de mon côté, bien. Parce qu'à partir du moment où on a pris la décision, en tout cas moi j'avais juste une seule envie, c'était de balayer ça. Et donc, 1 semaine après, en effet, le rendez-vous devant les juges, qui est extrêmement court. Après,
On peut aussi avoir une autre lecture, c'est qu'il y a, en tout cas nous dans la salle d'attente, il y en avait quand même beaucoup. Et donc je pense que nous ayant un projet avec un seul employé, 2 cofondateurs employés, forcément on n'est pas la problématique principale des juges. Et donc forcément, voilà, ils essayent de sauver, je pense, les meubles là où il y en a à sauver. Voilà. Et donc par la suite, on a tout de suite, grâce à Eric, ici présent, été mis en relation avec 60 000 rebonds, donc on est sur Annecy. Et honnêtement, en tout cas, ça c'est vraiment un conseil. Nous on est en plein début de processus, c'est juste génial parce que vous rencontrez d'autres personnes, des cas parfois qui sont largement pires, enfin ça vous apprend en fait à relativiser aussi sur votre propre expérience, d'échanger et d'être accompagné, parce que je l'ai entendu sur quasiment, je pense, tous les témoignages. Je pense que quand on plante, le plus difficile, c'est on a fait plein de choses, et c'est qu'est-ce qu'on fait après, quoi. Et est-ce qu'on part sur du salariat? Nous, on est un peu juste au niveau financier, donc voilà, le choix s'impose plus particulièrement, mais je pense que dans tous les cas, c'est important de se confronter à d'autres entrepreneurs qui ont vécu les mêmes choses que nous, d'ailleurs pas les mêmes choses, mais justement c'est là où c'est le plus riche, quoi. Ok, merci. Merci Audrey pour ton authenticité dans ton témoignage. Et moi je prends ma casquette de personnes qui accompagnent des entrepreneurs en rebond un peu, etc. Et je veux qu'on en profite tous aujourd'hui pour se dire que c'est aussi tous notre co-responsabilité de porter ce genre de message sur l'importance de l'humanité dans ces moments-là. Et plus on peut convaincre les gens qui accompagnent, et y compris l'instance judiciaire, qu'il faut faire preuve d'humanité dans ces moments-là, et que derrière tout ça, il y a des humains, il n'y a pas que des tableaux Excel. Si on porte tous ce message-là, on a plus de chances qu'il passe. Donc voilà, je me permets cet aparté. Ok, donc on parle de l'après, voilà. Donc on est dans l'après, ça y est, c'est fait. Vous êtes dans l'après, vous êtes en train de regarder vers l'avant, en tout cas peut-être plus souvent vers l'avant que vers l'arrière. Je vais commencer par la version simple. Est-ce qu'aujourd'hui, vous vous dites, dans l'entrepreneuriat c'est fini, j'en ai trop pris plein la gueule? Et si la réponse est oui, ou au moins oui un peu, quels sont les next steps pour essayer de mieux digérer? Est-ce que vous avez des trucs? Alors, première chose, moi je vais me lancer dans du salariat, c'est sûr, au moins à court moyen terme. Après, j'ai plein d'idées, on a plein d'idées, donc forcément j'y retournerai. Des conseils pour, donc, si j'ai bien compris, pour créer, en tout cas se relancer, des choses à retenir. Toi, pour t'aider, tu te dis je vais me lancer dans l'entrepreneuriat, tout ça, mais t'as encore besoin de digérer. Voilà, moi c'est le temps. Moi, c'est le temps qui m'aidera du coup à me relancer. Et puis, l'échec, même si j'ai du mal à le dire, m'a quand même appris beaucoup de choses sur moi-même et sur aussi la précédente création d'entreprise, des choses peut-être que j'étais pas à même d'entendre à cette époque-là, que maintenant je sais qu'il faut prendre en compte. Et notamment le côté être amoureux de son produit et peut-être pas être suffisamment terre à terre et proche du marché, de ce qui se passe. Voilà, ça pour ma prochaine expérience, voilà, je l'aurai en tête. En ce qui me concerne, l'entrepreneuriat, ça manque déjà en fait. Maintenant, comme je le disais, il y a le côté aussi terre à terre, enfin les finances nous ramènent très rapidement à la réalité, et donc forcément en ce moment, donc même si, en tout cas pour ma part, j'en suis qu'au début de la construction de mon nouveau projet professionnel, je cherche quand même du salariat dans un premier temps, également pour finir ce processus, parce que en quelque sorte c'est un processus de deuil, qu'on le veuille ou non, c'est ça, on a créé un bébé, j'entendais, je sais plus si c'est toi qui l'as dit, je crois, on a créé un bébé, et enfin on a mis au monde ce bébé-là, et voilà, forcément il y a une part de nous qui est partie avec ce projet, donc forcément il y a un processus de deuil, voilà. Ok, donc en l'occurrence c'était un bébé en commun, ouais, le premier. Ok, j'ai dit une connerie, du coup j'ai oublié ma question. Ah si, c'est aussi une question sur le commun, et c'est ma dernière question, après on passe à la salle. Entreprendre en étant en couple, en regardant dans le miroir, c'était une connerie ou c'était une bonne idée?
Et, contraposé, la prochaine boîte, c'est ensemble ou c'est chacun de son côté? C'est moi qui m'y colle en premier. Alors, c'était pas une connerie. En fait, si c'était à refaire, je ferais exactement la même chose. Parce que moi, j'avais besoin de confiance en mon associé. En plus, on a eu une expérience très difficile parce qu'au départ, on n'était pas que 2. Donc, on peut parler de confiance. Hein. On a dû se séparer de l'associé. Blague à donf. Donc, non, pour moi, la confiance, c'était essentiel. Et Pierre, encore une fois, ton témoignage, moi, il m'a parlé parce que justement, confiance dans ce que l'autre va faire et dans ses compétences, etc. Et ça, c'était important. Pour la suite, dans l'immédiat, si je recréerai pas avec Jérôme parce qu'on est dans une étape où ça devient vraiment très risqué. Nous, on n'a plus du tout d'économie, donc il faut quand même qu'on fasse attention à ce point-là. Après, à plus long terme, on a quand même parlé de différents projets. Voilà, on aime des choses communes, donc forcément, on a des projets communs, et pourquoi pas d'entreprendre à nouveau ensemble. Elle a tout dit, hein, du coup, c'est vraiment la même chose, quoi. Là, la réalité est devant nous, et donc forcément pas du tout de suite. Après, dans un second temps, pourquoi pas. Ok, merci. Il y a un petit côté jeu télé, il faut vérifier s'ils donnent la même réponse tous les deux. Ok, les questions dans la salle. Je sens qu'il y a l'appel du ventre là, non? Ouais, vas-y Pierre. Bah, je sais pas, on parle du salariat comme si c'était le grand démon. Pourquoi pas aller bosser dans des startups salariés? Donc la question c'est, on parle du salariat comme si c'était le grand démon, mais pourquoi pas aller bosser dans des startups en tant que salarié? Moi j'ai une réponse. Moi, ce sera non. Pourquoi pourquoi c'est non? C'est juste que moi, j'ai besoin de changer d'univers. Voilà. C'est pas que j'ai pas aimé la start-up. Au contraire, moi, ce que j'aimais dans le fait de créer mon entreprise, c'était de créer une culture d'entreprise. J'ai adoré faire les recrutements, j'ai adoré faire l'intégration et tout ça. Mais non, j'ai besoin de voir autre chose. Donc moi, ça sera plutôt grand groupe ou PME, dans une activité différente, si possible pas du web. Voilà. C'est juste ce besoin de créer quelque chose de nouveau, de m'investir dans quelque chose de totalement différent. En ce qui me concerne, pourquoi pas. Clairement, j'ai déjà recherché et fait une shortlist des startups qui m'intéressaient, mais oui, totalement. Je suis d'accord avec toi là-dessus. Ok, bah du coup, je vais faire la réponse que vous n'avez pas donnée. Si ton but c'est de te refaire la cerise financièrement, il y a des endroits où ça paye mieux. Oui et non. Ok, une autre question? Ouais, c'est développeur. Si t'es développeur et qu'ils ont levé, ça peut aller. Ok, la question c'est comment ça s'est passé les discussions avec l'État sur les aspects subventions autour de votre projet? C'est ça? Pas très bien. Donc c'était pas une discussion en fait, parce que c'était de manière unilatérale. Donc on a signé une convention qui a été changée 2 semaines après. Il y avait un article qui stipulait très clairement que en fait, justement, cette même convention pouvait être modifiée de manière unilatérale, mais bien sûr de leur côté. Donc non, en fait, il n'y a pas du tout eu de débat avec le ministère. D'autant plus que souvent, ils prennent leurs précautions. Et là, dans le cas précis, ils avaient créé un incubateur qui s'appelle la Green Tech Verte, dont on faisait partie. Et donc, en fait, si tu veux, les fonds étaient détenus par le ministère, mais donc l'incubateur, c'est l'incubateur qui nous payait officiellement. Enfin, donc, en fait, on n'était jamais en relation avec les décideurs. On était malheureusement pour, en tout cas, cet incubateur-là, directement en relation avec eux, quoi. Donc il y avait un intermédiaire et eux, le ministère en tout cas était très bien couvert. Ok, donc la Green Tech verte, c'est un truc qui est très vert, et un fruit qui est trop vert, c'est qu'il n'est pas mûr. Ok, une dernière question? Non? Ok, super. Super. En tout cas, ils sont là pendant le buffet et on pourra discuter pendant le buffet. Merci. En fait, c'est pas vrai, c'était pas eux qui vous séparaient du buffet, c'était moi. Mais je vais faire très rapide. Je vais d'abord vous dire merci à tous d'être là aujourd'hui, merci de les avoir écoutés, merci à nos témoins,
pour leur témoignage plein d'authenticité. Dans 3 témoignages sur 4, on a parlé de la place du conjoint, tout ça. Moi, je retiens cette importance-là aussi, le fait que le socle familial ou amical ou que sais-je, mais en tout cas en dehors de l'entreprise est super important, ou associatif, et donc pas avoir tous ces deux dans le même panier, c'est un truc que je considère toujours comme super important. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Donc il y a le buffet au fond qui vous attend. Pendant le buffet, je vous demande de parler avec 3 types d'interlocuteurs. Okay, donc faire connaissance entre vous, bien évidemment, mais plus particulièrement. Alors, bien évidemment, avec nos speakers, approfondissez les discussions et les échanges, tout ça. En théorie, on les met chacun à un coin de la salle. Comme ça, vous les voyez, ils sont au coin, au piquet, mais le staff Felcon leur apporte à manger. Sauf Théo, parce qu'il est en béquille, donc il ne peut pas apporter à manger. Donc, parlez avec les speakers. Deuxième chose, parlez avec les gens de l'association 60 000 rebonds qui sont ici. Je vais leur demander de se lever. J'en ai vu un paquet quand même. Hein. Il y a toute une cohorte 60 000 rebonds qui est là aujourd'hui. Et les entrepreneurs en rebond aussi peuvent se lever. Hein. Voilà, Janie, ok. Si la cause vous intéresse, si vous dites moi aussi j'ai envie de m'impliquer ou juste un peu en savoir plus, que sais-je, allez les voir pendant un cocktail. Troisième chose, si je redis ce que j'ai dit au tout début, si vous vous dites la Felcon c'est un truc qui m'intéresse et moi aussi j'ai envie de faire en sorte qu'on puisse continuer de faire des belles conférences comme ça, soit vous pouvez donner du temps, soit vous pouvez donner un peu d'argent. Pour donner un peu d'argent, il faut devenir membre. Et devenir membre, il y a des bulletins d'adhésion qui sont un peu là-bas, puis il y a tout le staff Felcon, donc notamment les gens qui sont passés sur la table. Et puis il y a une 4e chose que j'ai oubliée, et j'ai vu Christine, et sinon j'allais avoir un blâme, et j'allais être dégradé. Donc je laisse la parole à Christine, parce qu'on a aussi une petite animation Festival Transfo pendant le cocktail. Alors, c'est pas forcément une animation, mais il y a ce soir, et tout au long du Festival Transfo, un tirage au sort, un jeu concours en fait, avec tirage au sort ce soir, dans à peu près 1 heure, 1 heure et demie, le temps que vous mangiez un peu, que vous discutiez, et que vous mettiez un bulletin dans l'urne. Donc il s'agit d'une vraie urne électorale qui nous a été prêtée par la métro pour gagner des produits issus de start-up qui ont été généreux et qui nous ont donné donc des produits à faire gagner. Et ce soir, c'est Linku avec sa montre intelligente, sa Smart Senior. Désolée pour le qualificatif, mais c'est versus Junior. Et donc c'est une montre connectée et qui vous donne certaines fonctions du smartphone sans que ce soit un smartphone. Je tiens aussi, enfin nous tenons aussi à remercier Joy qui nous a donné des montres Octopus avec des icônes pour rappeler aux enfants les tâches qu'ils doivent accomplir et l'heure à laquelle ils doivent accomplir ces tâches, ce qui peut aider pas mal de parents. La start-up Véritable on a fait gagner un potager intelligent, un potager. Alors eux, leur credo, c'était les plantes comestibles, les aromates et toutes sortes de plantes que vous pouvez cultiver chez vous et mettre dans votre cuisine. L'intelligence de ce potager repose dans l'éclairage et j'ai un trou. L'arrosage. Merci, l'arrosage intelligent. Donc même dans un lieu sombre et complètement noir, donc une cave par exemple, vous pouvez installer ce potager, le brancher et les LED ont été pensés pour optimiser les qualités organoleptiques des plantes, donc leur qualité gustative. Et enfin, dernière start-up qui nous a offert un produit. Je l'ai en tête. Alors attendez, Joy, il y a Linku, il y a Véritable, Bixi qui nous a également offert des produits qui ont été gagnés d'ailleurs à la soirée de lancement. Voilà, donc nous avons encore une montre Linku ce soir et demain à la soirée de clôture une montre Joy avec donc les icônes pour les enfants, donc une brosse à dents quand il faut se laver les dents. Un ballon de basket quand il faut aller à son cours de basket. Voilà, pour les très jeunes enfants à qui on doit rappeler régulièrement les choses.
Merci. Donc les bulletins sont au fond. N'hésitez pas à mettre votre bulletin et puis on fera le tirage dans une heure. Merci à tous, bon appétit.